Édition spéciale donc sur les antennes de la télévision panafricaine. Cela fait un an, jour pour jour, que le professeur Alpha Condé a été renversé par le colonel Mamadi Doumbouya, qui est à la tête de l'État et qui aujourd'hui est lancé donc vers une transition qui devrait permettre le retour des populations, enfin des civils au pouvoir. Et l'occasion est aujourd'hui donnée donc de dresser le bilan du colonel après qu'il ait été donc installé au sommet de l'État. Que faut-il retenir? D'abord les raisons même de ce coup d'État. Pourquoi avait-il commis ce coup d'État et comment? Beaucoup disent que c'était pour libérer le peuple guinéen. Et si oui, de quoi? Quand on regarde par exemple parmi les grands statu quo depuis la présence du colonel à la tête de là, on peut par exemple voir les contrats miniers qui ont été maintenus, le franc guinéen aujourd'hui qui se porte bien, les réserves de change en dollars américains, un peu plus d'1,4 milliard de dollars américains de réserves de change. Voilà une économie qui ne peut pas être ce qu'elle était il y a de cela un peu plus de 10 ans quand Alpha Condé arrivait au pouvoir, et puis le colonel Doumbouya qui tente donc d'imprimer sa marque, de faire savoir qu'il a une trajectoire pour le pays, et nous allons tenter donc ce soir de comprendre laquelle. Maître Janvier Momo, vous êtes analyste politique, merci d'être là et bonsoir. Bonsoir Monsieur Guy Fondop, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir aux copanélistes, ceux qui sont sur le plateau central avec nous ici et ceux qui sont naturellement sur Zoom. Je pense que lorsqu'il s'agit de la Guinée, l'intérêt pour le panafricanisme est d'autant plus grand que nous continuons de qualifier la Guinée comme la source nourricière du panafricanisme révolutionnaire. Alors, la Guinée est engluée dans une série de coups d'État, civil-militaire. Alors, vers où va la Guinée? Vous avez posé une question fondamentale, celle de savoir l'ensemble d'événements qui ont précédé ou qui ont des signes annonciateurs de ce coup d'État du 5 septembre 2021. Est-ce que ce coup d'État avait une raison d'être? Ce sont des questions auxquelles nous pouvons nous attarder. Est-ce que le bilan d'Alpha Condé prêtait à ce coup d'État? Ce sont des questions fondamentales auxquelles je pense que nous allons tenter de répondre. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Voilà, un maître peut en cacher un autre. Célestin Diabène, vous êtes président de parti politique, vous êtes homme politique. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Alors, les raisons même déjà du coup d'État, beaucoup avaient pensé que ce coup d'État n'avait pas raison fondamentale d'y être. Alpha Condé venait de briguer un nouveau mandat, il venait d'être porté à nouveau à la tête de l'État. L'économie se portait bien, la croissance était au-dessus de 3,6% et donc on projetait déjà 5,6 voire 6% de taux de croissance. Et du coup, comme un cheveu dans la soupe pour certains, le colonel Doumbouya est porté au pouvoir. Vous, pourquoi est-ce qu'il est arrivé? Bon, je crois qu'il faut relativiser le taux de croissance, parce qu'en vérité, je pense que même sous le règne de Alpha Condé, qui a quand même réussi à briguer malheureusement un troisième mandat contre le gré de ses concitoyens, il faut bien dire que l'économie n'était pas tout à fait aussi rose qu'on peut le présenter maintenant. Alors qu'est-ce qu'il n'était pas rose? Parce qu'on va vous prendre... il n'était pas rose parce qu'en vérité, en termes d'école publique, il y avait quand même de grosses lacunes en termes de paiement des enseignants. Il y a eu des manifestations syndicales à plusieurs reprises à Conakry. Il y a eu des problèmes effectivement d'infrastructures routières. Et il y a aussi des problèmes historiques parce que beaucoup de gens avaient voulu qu'il baptisât, n'est-ce pas, l'aéroport au nom de son prédécesseur lointain. Sékou Touré ne l'a pas fait. Maintenant, hier, tout le monde a suivi. M. Alpha Condé a reconnu 3 erreurs fatales qu'il a lui-même, dont il a fait son introspection. On ne peut quand même pas être plus royaliste que le roi. Il reconnaît d'abord qu'il aurait dû rapatrier la DGSE à la présidence. Ce n'est pas économique, parce qu'on va en parler mais tout à l'heure. Non, j'ai compris sur le plan économique, j'ai relativisé. Donc, il reconnaît d'abord que la première erreur qu'il a faite, c'est d'avoir ne pas pu rapatrier les services des renseignements généraux à la présidence. La deuxième erreur qu'il a faite, il s'est déconnecté des Guinéens en faisant quoi? Parce qu'il avait mis un numéro vert qui répondait directement à la présidence. Quelques mois avant le putsch, il les a coupés. Et la troisième erreur, c'était qu'il ne se préoccupait pas beaucoup de sa propre sécurité, pensant que le pays était exempt définitivement des coups d'État. Or, vu son bilan, il avait lieu quand même de penser qu'un jour, ça pourrait arriver. Tout à fait. Donc, voilà les erreurs. Là, vous relevez, Célestin Diabène, très rapidement, des manquements stratégiques plutôt de la part d'Alpha Condé. Oui, mais c'est des causes aussi. Parce que M. Janvier Momo ne va pas revenir, peut-être, vous qui avez visité la Guinée,
qui avait traversé la Guinée de long en large et qui avait vu notamment le bilan infrastructurel du professeur Alpha Condé, un peu plus de 1400 mégawatts. Il faut relativiser. Il faut relativiser. Les réserves de change, je parlais tout à l'heure de plus d'1 milliard quand il s'en va du pouvoir, plus d'1 milliard 200 millions de dollars américains de réserves de change. Voilà un franc guinéen qui s'est stabilisé. Alors, est-ce que Célestin peut avoir raison quand il dit que le bilan économique pouvait être à l'origine de cette... Non, je dis qu'il faut relativiser. Non, mais attendez. Alpha Condé avait réussi... Nous ne sommes qu'à l'intro et on va y arriver. Alpha Condé avait réussi à remettre la Guinée sur les rails. Alpha Condé a réussi à rebâtir une Guinée qui était devenue exsangue. Une Guinée qui, ma foi, ne ressemblait à rien. Alpha Condé a ressuscité la Guinée de ses cendres. Parce que le gouvernement militaire de Lansana Conté a constitué, a détruit tous les acquis institutionnels de Ahmed Sékou Touré. C'est ce que Alpha Condé a fait. Le bilan d'Alpha Condé à ce niveau est irréprochable. Mais sur un tout autre plan, parce que la question fondamentale c'est de savoir quels sont les événements qui auraient préparé l'arrivée d'un coup d'État. Premièrement, nous on ne peut accuser que sur le plan sécuritaire. Et le plan sécuritaire appartient au chef de l'État. Donc, pour nous, Alpha Condé a été doublement trahi par ses proches. Il faut s'interroger, quand on parle de ce programme et de l'ensemble d'événements qu'Alpha Condé a apporté en Guinée en termes de biens, mais aucun Guinéen ne peut douter, M. Guy Fondop. Regardez, sur le plan énergétique, Alpha Condé avait gagné le pari. Je dis, le pari avait complètement été gagné sur le plan énergétique. Et la Guinée, horizon 2020-2030, se propulsait vers ce qu'on peut appeler la conquête de l'Afrique de l'Ouest par la distribution de l'énergie, la vente, disons-le, la vente de l'énergie aux pays voisins. Parce que, avec le fonctionnement des 5 barrages, Kaleta, Swapiti, Amaria, Kukutamba et Fomi, quand tous ces forages, tous ces barrages hydroélectriques mis en valeur, mis en fonctionnement, la Guinée devait devenir un grand vendeur, disons-le en termes simples, d'énergie dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que il y a des acquis institutionnels de Alpha Condé qui sont indubitables. Nous sommes sur un plateau panafricanais d'Afrique Média. Permettez, oui. Et permettez, maître Janvier Momo, voilà, une fois que vous avez réagi, que je puisse faire rentrer dans le débat l'honorable Souleymane Keïta, qui est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, qui est installé en multiplex. Rassurez-vous, messieurs, on va en parler de long en large sur ce plateau. Voilà des raisons qui ont poussé, qui auraient poussé Mamadou Doumbouya donc à prendre le pouvoir. Honorable Souleymane Keïta, merci de nous retrouver dans le débat. Alors, comment est-ce que le colonel Doumbouya est arrivé au pouvoir de votre point de vue? Célestin Diabem parlait des manquements stratégiques dans la gestion sécuritaire du pays de la part d'Alpha Condé. Il a aussi évoqué la question économique en disant qu'il y avait des déceptions. Vous, au sein du RPG Arc-en-Ciel, pourquoi aujourd'hui, quelle est la cause aujourd'hui que vous avez identifiée de la chute d'Alpha Condé? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette édition spéciale. Effectivement, nous avons, le 5 septembre, été réveillés par cette nouvelle qui, ma foi, venait acter la prise du pouvoir par des militaires réunis au sein du CNRD sous la direction du colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez, j'avoue que le parti que nous sommes, le parti au pouvoir que nous étions donc à l'époque, étions surpris, absolument surpris, quand on voit un peu la manière par laquelle tous ces événements sont intervenus. Et puisque nous étions dans cette situation de choc, la seule chose qu'on pouvait faire, on a fait un communiqué, une déclaration dans laquelle nous avons exprimé notre position. Et la situation à l'époque ne nous permettait pas, en tout cas, d'entreprendre des actions compte tenu de beaucoup de facteurs sur lesquels je ne reviendrai pas ici. Et voilà. Maintenant, pourquoi on est arrivé là? Et, écoutez, vous savez, nous sommes peut-être mal placés pour le dire, mais je le rappelais ce matin dans un média que
il appartient au peuple de faire le bilan, de faire la situation et de trouver des éléments de comparaison. Mais au demeurant, il y a un de vos collaborateurs qui en parlait tout à l'heure. Et effectivement, ce qu'il dit est vrai. En Guinée, nous étions dans un processus de véritable relance économique. Moi, j'étais député au Parlement de la CEDEAO, parallèlement député en Guinée. Et je me rappelle la dernière mission que j'ai effectuée à Abidjan, c'était sur l'évaluation, n'est-ce pas, du contexte régional consécutif à la Covid-19. Et j'avoue que la Guinée était le pays qui affichait un taux de croissance positif parce qu'on était à près de 7%. Tous les autres étaient à moins. Et ensuite, les perspectives économiques en Guinée étaient les perspectives les plus stables et les plus heureuses. Et cela s'expliquait évidemment par le boom minier en Guinée, mais aussi les télécoms, l'émergence des télécoms. Je crois que tout ça, c'est à l'actif du professeur Alpha Condé. Pour nous, pas question de nous parler du bilan, puisque notre bilan, au regard de l'histoire de la Guinée et au regard du contexte particulier dans lequel le professeur Alpha Condé a gouverné, le bilan est localement positif par rapport à toutes les gouvernances passées. Donc, je dis encore une fois qu'il appartient aux autorités nouvelles d'expliquer davantage, mais aussi au peuple d'apprécier, effectivement, si toutefois nous étions sur la bonne voie ou non. Je ne vais pas tout retracer, mais il est évident qu'on avait un bon bilan. Peut-être qu'on peut s'offusquer de n'avoir pas atteint certains objectifs, mais de manière générale, la Guinée, en 10 ans, a beaucoup progressé pour ceux qui connaissent la Guinée et pour tous ceux qui observent la situation avec objectivité et sans passion. Il n'y a pas de doute, 2010, la Guinée de 2010 et la Guinée d'aujourd'hui, il n'y a pas match. Et retour, merci à vous, messieurs en multiplex, gardez votre mal en patience, on revient dans quelques instants, le temps de vous donner la parole également. Voilà, Bertrand Tatinda, vous êtes là, nous sommes en première partie de cette émission, dans ce qui peut expliquer l'arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya et la chute d'Alpha Condé. Vous? Laissez-moi déjà dire bonjour à mes frères guinéens, au peuple panafricaniste et à tous ceux qui se sont donné la peine de nous suivre. Et vous savez, la Guinée, c'est un pays particulier. Et mes prédécesseurs l'ont dit, un bilan économique peut ne pas exempter une crise politique. Je crois qu'il y avait quand même une crise politique en Guinée. Et cette crise politique date depuis, de mon point de vue, l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir, c'est-à-dire que l'élection de 2010. Et l'élection de 2010 est arrivée dans un contexte assez particulier. En 2010, la droite libérale est au pouvoir en France et en Europe. Et elle est pratiquement, et c'est en 2010 que les grands capitaines d'industrie européens, français, acquièrent des parts de marché en Afrique. En 2010, on est au summum de l'affrontement politique en Côte d'Ivoire entre un pouvoir légalement reconnu socialiste qui appartient à l'international socialiste et un libéral, quelqu'un qui est porté en quelque sorte par les mondialistes. Donc, l'élection de Alpha Condé de 2010 arrive dans ce contexte-là où l'Afrique est un champ de bataille d'intérêts politiques qui se joue relativement ailleurs. Et je crois que je veux dire que je ne me permettrai pas de donner des leçons, des leçons politiques au parti politique de Alpha Condé qui connaît mieux la Guinée que moi. Je crois qu'ils n'ont pas suffisamment fait attention à ça. C'est-à-dire que cette crise politique en Guinée a dû gangréner tous les corps sociaux, administratifs et même militaires et sécuritaires. Au point où des gens ont eu une impression que certains se sont retrouvés frustrés par cette crise politique. Pourtant, le bilan économique était là. Et c'est là d'attirer l'attention, de dire que gérer un pays, c'est pas seulement le bilan comptable économique. Gérer un pays, c'est arriver à résoudre aussi les crises politiques. Deuxième des choses, l'entourage de Alpha Condé. Est-ce qu'ils ont été sérieux, vertueux, responsables? On peut avoir un excellent bilan économique alors que le pays croule
sous la corruption, sous les détournements, sur un certain nombre de comportements inacceptables pour la population. Je rappelle que en 2010, le Niger est pratiquement à 11% de taux de croissance. Hein. Le Niger bat tous les records de taux de croissance au sein de la CEDEAO. Mais la pauvreté persiste. La corruption est là, les détournements sont là. Même le Mali de IBK, premier mandat de IBK n'est pas en récession. Mais il n'y a pratiquement plus d'État. Donc, quand vous ajoutez ça, vous mettez bout à bout les affrontements politiques entre l'international libéral, l'international socialiste en Europe pour le contrôle du pouvoir, répercuté au sein de nos pays, et la bataille politique interne où Alpha Condé, chef d'orchestre, a un bilan économique, mais n'arrive pas à résoudre tous les problèmes politiques et surtout à un entourage. Certains responsables de son parti politique et de son entourage n'ont pas été sérieux. Ça peut susciter des germes d'une déstabilisation qui peut arriver par Mamadou Doumbouya. Voilà comment moi je peux rapidement comme ça comprendre ce qui peut avoir motivé l'arrivée des militaires. Parce qu'il ne faut pas voir Mamadou Doumbouya, ce sont les militaires qui sont arrivés au pouvoir, des militaires au pouvoir. Merci à vous. Alors Souleymane Diallo, vous êtes premier responsable UFDG, voilà, Auvergne-Rhône, Alpes, vous êtes en France. Alors, est-ce que Alpha Condé, pour vous, est tombé parce que il y avait une négligence d'un point de vue stratégique dans la gestion sécuritaire, notamment liée à la présidence de la République, ou alors parce que ce sont les frustrations des camps politiques qui auraient porté Mamadi Doumbouya à la tête du pouvoir? Pour vous, comment est-ce qu'il est arrivé? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, donc je disais bonsoir à tous. Je vous remercie, avant tout, je vous remercie de m'avoir donné la parole sur vos antennes pour m'exprimer sur la situation guinéenne étant guinéen. Ça fait plaisir. Donc, la situation guinéenne, vous me parlez de Alpha Condé, la chute de Mamadi Doumbouya. Donc, il faudra rétablir quelques vérités et quelques trucs par rapport au bilan de Alpha Condé. Il faut relativiser. J'ai entendu monsieur panafricain et monsieur Souleymane Keita qui parlaient d'un bilan d'Alpha Condé économique réluisant. Mettez-vous, allez-y sur le terrain, voir le bilan d'Alpha Condé. Et oui, sur le plan énergétique, il y a eu Kaleta et Swapiti. Mais je vous rappelle une chose, Alpha Condé a fait 11 ans de pouvoir avec 0 km de route bitumée. Ça, c'est une réalité. Et sont là. Et il faut se poser... Et il faut se poser la question de savoir, au niveau de l'énergie, il y a combien de milliards ont été engloutis. Donc, je ne fais pas le bilan d'Alpha Condé ici parce que je ne pense pas que ce soit le sujet. Qu'est-ce qui a fait tomber Alpha Condé? Déjà, Alpha Condé, il avait un manque de légitimité. Tout le monde sait comment Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010. Alpha Condé n'a jamais gagné une élection en Guinée. Ça, tout le monde le sait. On sait que qu'est-ce qui s'est passé entre le premier tour et le deuxième tour. Il y a eu 4 mois, le temps de tripatouiller tous les trucs. On a fait un clan, on a donné à Alpha Condé le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, jusqu'à sa chute, il y a eu des conflits politiques et des conflits sociaux. Il y a eu tout le temps des manifestations parce qu'il y avait des accords. Alpha ne respectait ni la loi, ni les accords. Donc Alpha n'était pas légitime. Alpha régnait avec la corruption, le clientélisme, le népotisme et le régime du clan divisé pour mieux régner. C'est ça le problème d'Alpha. À l'arrivée des poutistes, ils ont fini un travail que le FNDC, tout le monde sait que pour le changement constitutionnel, déjà Alpha n'a pas respecté les accords de Ouaga. À Ouagadougou 2, avant les élections, on avait dit toute personne élue qui est arrivée à la tête de l'État, il devait faire passer la constitution de 2010 au référendum. Alpha ne l'a pas fait. Il devait faire les 3 mois qui suivaient les élections législatives. Il a fallu 3 ans avec plus de 200 morts. Les élections, je ne vous en parle même pas, les élections locales, il a fallu 8 ans. Quand Alpha a su qu'il a perdu les élections locales, jusqu'à ce qu'Alpha parte, les élus locaux on n'avait pas fini d'installer les élus locaux. Ça, c'est une réalité. Alpha souffrait d'une manque de légitimité. Oui, il y avait la bauxite qui coulait à flot, on parlait de la croissance, mais cette croissance ne retombait pas dans le panier de la ménagère. C'est ça la réalité. La seule chose qui a fait partir Alpha, ce sont les conflits sociaux et politiques qui étaient là parce qu'Alpha n'était pas légitime. Et le 3e mandat, il était illégitime, avec des coups de milliards de francs guinéens pour Alpha et tout ce qu'on s'ensuit. La corruption endémique qui était là, le bâillonnement des libertés et surtout le musulman des leaders politiques.
sans pour autant le savoir, il y a certains leaders politiques qui étaient empêchés de sortir. Il était empêché de sortir du pays. Ça, tout le monde le sait. Il y avait même des malades qui étaient empêchés de sortir du pays. Souleymane. Oui. 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 Alors Souleymane, pour ne pas trop s'éloigner du sujet, est-ce que pour vous, c'est ce que vous décrivez en ce moment comme étant les manquements graves d'Alpha Condé sur le champ politique qui ont expliqué, qui ont fait sa chute? Parce qu'à la fin, voulez-vous dire que Doumbouya est venu corriger cela quand on voit le nombre de morts aujourd'hui qu'il a fait lui-même en une année? Pensez-vous que c'est pour ça qu'il est arrivé et qu'il est en train de corriger cela? Cru au discours de Mamadi Doumbouya le 5, parce que c'est le discours, pas à l'homme qu'on a cru. Mais il ne faut pas oublier une chose, Doumbouya faisait partie des gens qui faisaient le sale boulot d'Alpha Condé. Le troisième mandat, c'est Doumbouya qui réprimait dans le sang. Tout le monde a vu les images et les gens que Doumbouya a exécutés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas regretter Alpha Condé. Mais Doumbouya ne fait pas mieux. Il suffit de mettre deux tableaux. Le tableau, c'est prendre août 2021 et août 2022. Est-ce qu'il y avait des prisonniers politiques en août 2022 ou 2021? Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a? Bien sûr. Est-ce qu'il y avait la corruption? Oui. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Oui. Est-ce que l'axe était militarisé en août 2021? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'axe est militarisé? Effectivement. Est-ce qu'en août 2021, il y avait des tueries de masse? Oui. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, le discours du 5, il n'a pas tenu le discours du 5, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il n'a rien changé. Il a interdit les manifestations comme au temps de Alpha Condé. Les prisonniers politiques existent au temps de Alpha Condé comme au temps de Alpha Condé. Aujourd'hui, il n'y a aucun changement. Je vous retrouve rapidement. Abdoulaye Kaba, vous êtes secrétaire général du RPG à Lyon. Voilà, merci d'être là. Nous sommes en première partie de cette émission en train de tenter de comprendre comment est-ce que ce qui est aujourd'hui a été mis en place. C'est-à-dire l'arrivée de Doumbouya et la chute du professeur Alpha Condé. Alors, les raisons. Est-ce que, pour vous, ce sont des motivations politiques qui ont conduit Doumbouya au pouvoir ou alors une erreur stratégique simplement qui a laissé un boulevard qu'il a très rapidement emprunté comme certains en concluent? Bonsoir à tous et merci encore une fois pour l'invitation. Le bilan économique, le bilan politique ne justifie pas en fait un coup d'État. Sinon, il y a beaucoup de pays qui auraient été épargnés. La France, par exemple, a connu une tentative de coup d'État en 1962. Le Venezuela l'a connu, la Turquie l'a connu, beaucoup d'autres pays l'ont connu. La seule chose qui est commune à tous ces coups d'État-là et ces tentatives de coup d'État, c'est l'opportunité pour les putschistes de s'emparer du pouvoir. Donc, on peut reprocher effectivement au président Alpha Condé certainement un manque de de renforcement notamment de la sécurité autour de la présidence, parce que tout le monde le sait, en tout cas pour ceux qui avaient l'habitude de se rendre à la présidence, que les dimanches, le dispositif de sécurité était allégé autour de la présidence. Et je pense que les hommes du colonel Doumbouya se sont engouffrés dans cette brèche-là et puis ils sont passés à l'acte. Sinon, ce n'est le bilan d'Alpha Condé, il est tellement élogieux. D'ailleurs, en écoutant mon cher frère Souleymane Diallo, je ne peux m'empêcher de rire, mais pour des raisons de politesse, je me suis empêché. Après avoir dansé pour Doumbouya, il se rend compte aujourd'hui que ce monsieur-là avait tué des gens. Pourtant, ces tueries sont intervenues avant la danse dans l'axe. Donc, au niveau UFDG, il y a non seulement un manque de sérieux, mais je pense qu'il y a même un manque de bonne foi, parce que vous avez pensé à tort que Doumbouya avait fait son acte pour vous, alors qu'en réalité, il a fait pour lui. Maintenant, vous vous rendez compte de cela, vous voulez changer la veste et vous voulez tenir un autre discours. Sinon, par rapport à Alpha Condé, rien ne pouvait motiver sur le plan économique. Doumbouya aujourd'hui, il n'a pas une formation qui lui permet de prétendre faire mieux qu'Alpha sur le plan politique. Il n'a pas une formation qui lui permet aujourd'hui d'affirmer qu'il peut faire mieux qu'Alpha sur le plan économique, ni sur le plan infrastructurel. Tout le monde sait, en tout cas nous qui sommes Guinéens, nous savons quelle armée nous avons et qu'est-ce qui compose cette armée. La plupart, ce sont des gens qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas été loin dans les études. Donc, ce n'est pas ces gens-là qui vont venir faire dans notre pays un Eldorado économique. Il n'y a que l'UFDG qui, au début, a pensé que le coup d'État était pour enfin l'occasion rêvée pour arriver au pouvoir, qui a soutenu ce coup d'État-là. Sinon, pour nous qui connaissons l'armée guinéenne, nous savions depuis le départ que Doumbouya ne ferait pas de miracle
ceux qui sont autour de Doumbouya ne feront pas de miracles parce qu'ils n'ont pas l'information et surtout, ils n'ont pas été préparés pour jouer un rôle politique de premier plan en Guinée. Les militaires ont été formés pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Et les forces spéciales qui sont passées à l'acte ont été créées, formées, équipées pour aider le pays à résister à la nouvelle menace de la guerre asymétrique qui est la menace terroriste. Malheureusement, comme nous avons vu au Mali, comment dirais-je, Goïta a profité d'une fenêtre d'opportunité pour s'emparer du pouvoir alors que lui était censé lutter contre le terrorisme qui cesse de progresser au Mali et en Guinée. Doumbouya a profité d'un jour, un dimanche, où le dispositif de sécurité est allégé. Pratiquement, il y a la plupart des officiers supérieurs ne sont pas à Conakry, et puis il est passé à l'acte avec des blindés. Il faut quand même préciser que c'est quand même la première fois en fait dans l'histoire de la Guinée où pour déloger un président, il y a quand même une lutte acharnée. La garde présidentielle qui se bat pour justement défendre son président qui a été élu légitimement, contrairement à ce que Suleiman Diallo a avancé ici. L'UFDG a été battu en 2010 à plate couture. Suleiman l'a reconnu. Récemment, dans l'émission dans Mirador de Film FM, je cite Aliou Condé qui a dit nous voulons que les élections soient organisées et que lors de la remontée des résultats, on ne passe pas par les CACV, qu'on passe directement au niveau de la centralisation. Il dit c'est avec ça qu'on aura des résultats transparents, un scrutin transparent. Et le même Aliou Condé, il poursuit. Il dit c'est ce que nous avons fait en 2010. Et le seul scrutin en 2010 où on a fait ce mécanisme-là, c'était au second tour. Et donc Alpha, il a gagné face à Dalin. Et Dalin lui-même, il a reconnu que s'il n'avait pas mouillé le maillot et que la basse-côte n'avait pas voté pour l'UFDG. Mouktar Diallo, qui était avec vous, a aussi reconnu que la basse-côte n'avait pas voté l'UFDG. Maintenant, explique, Fodéoussou aussi a dit qu'aucune ethnie de la Guinée ne faisait 44% de la population, et donc, pour une raison plus forte, aucune ethnie de la Guinée ne fera 51%. Donc, rien, avec la moindre Guinée, l'UFDG ne peut gagner aucune élection présidentielle. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Fodéoussou qui le dit, c'est Seloudalin qui le dit, c'est Mouktar qui le dit. Merci, monsieur, vous êtes bien fait comprendre, s'il vous plaît, monsieur. Scientifique. Voilà. Voilà, vous vous êtes bien fait comprendre. Vous n'allez, permettez qu'on ne perde pas le fil de notre débat. Chacun se fait très bien comprendre dans le canevas qui vous a été proposé en début d'émission. Et donc nous allons évoluer en recevant maintenant Adrien Pounsou, qui est ancien ministre centrafricain de la communication, auteur de Guinée, les véritables raisons d'un coup d'État unique. Voilà, on va regarder un peu ce qu'a dit la presse africaine, surtout sur la toile, concernant cette année. Voilà, après la chute du professeur Alpha Condé, on va voir par exemple le journal, le courrier confidentiel. On va également voir la voix des panafricains, voilà, qui parle, voilà, Pan African Magazine, qui ici voit qu'il y a de graves dérives, notamment du point de vue de la répression. En attendant les autres journaux, je vous retrouve très rapidement. Adrien Pounsou, alors pour vous, pourquoi est-ce que Mamadou Doumbouya est venu au pouvoir? Pourquoi? De me donner la parole, mais je voudrais rectifier. Je m'appelle Adrien Pounsou, pas Pounsou. Je voudrais aussi, avec bien votre noté, permission, oui, merci. Avec votre permission, m'incliner devant la mémoire de l'ensemble des victimes de ce coup d'État-là, notamment la centaine de soldats qui sont tombés ce jour-là, dont on ignore jusqu'aujourd'hui où est-ce qu'ils ont été enterrés. On sait seulement que leur corps avait été transporté dans les camions d'un homme d'affaires sur place, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Seloudalin Diallo, que j'ai croisé il y a 2 mois dans le salon d'honneur de l'aéroport de Lomé, avec qui j'ai voyagé jusqu'à Abidjan, et qui me disait
qu'il pensait que l'attitude du professeur Alpha Condé, qu'il appelait son grand frère, était une attitude de faiblesse, mais en réalité, c'est un démocrate authentique et c'est quelqu'un qui connaît et qui respecte le fonctionnement de l'État. Et que Alpha Condé n'aurait jamais ordonné la destruction de sa maison, encore moins aurait confisqué la maison de Sidia Touré pour l'attribuer à un autre organisme. Je voudrais qu'on parle des faits et des chiffres. Lorsque le professeur Alpha Condé arrive au pouvoir, il le dit lui-même, la Guinée était dans une situation désastreuse. Les contrats passés par l'État guinéen à l'époque étaient surfacturés de 200 à 400%. Le général Sékou Ba, qui était à la tête de l'État, avait recours à la fausse monnaie, puisque l'or et le diamant de la banque guinéenne servaient à autre chose. Voyez-vous? Et pendant 10 ans, selon les chiffres de la Banque mondiale, qu'on ne peut pas soupçonner d'être de connivence avec le professeur Alpha Condé, selon les chiffres de la Banque mondiale, le PIB, qui était en 2011 de 6,7 milliards de dollars, est passé à 15,6 milliards de dollars. On a presque triplé le PIB de la Guinée en 10 ans, ce qui relève véritablement d'un exploit, parce que entre-temps, il y a eu l'épidémie de Ebola qui a fait des ravages en Guinée, il y a eu la pandémie de la Covid-19, et puis le taux d'accès à l'électricité est passé de 27% à 44%. Ça, c'est des chiffres. Et puis, souvenez-vous de ce que le président de la Banque africaine de développement a dit en mai dernier, en marge de l'Assemblée générale de son institution. Je voudrais le citer. J'ai une très haute appréciation du président Alpha Condé. C'est quelqu'un dont l'Afrique peut être fière. C'est pas de moi. C'est du président de la Banque africaine de développement. Pourquoi Doumbouya est arrivé au pouvoir? Doumbouya est arrivé au pouvoir parce qu'il se savait dans le collimateur du professeur Alpha Condé, qui avait décidé, après sa réélection, de sévir contre les trafiquants de drogue. Vous savez que Doumbouya a des connexions avec les narcotrafiquants sud-américains qui aujourd'hui ont élu domicile à Conakry. On les voit se pavaner à Conakry, ces narcotrafiquants-là. Et puis, il a aussi profité de cette erreur-là fondamentale, fatale du président Condé, parce que en réalité, Alpha Condé est resté le président de la FEANF, est resté un syndicaliste. C'est quelqu'un qui ne se souciait pas de sa propre sécurité. Et puis, c'est quelqu'un qui avait, en tout cas, qui était accessible pour le commun des mortels. Quelqu'un sur votre plateau a dit qu'il avait mis en place une sorte de numéro vert. Mais en réalité, c'était pas un numéro vert. C'était ses propres numéros de téléphone. Vous avez vu, en Afrique, un chef d'État qui donne accès à son numéro de téléphone à son peuple. Puisque une bonne dame pouvait le Condé de la Guinée forestière pour lui décrire des problèmes qu'il y avait et que le professeur a fait le préfet pour le tancer. Et à partir de ce moment où il a éteint ses téléphones portables, il a changé de numéro, il n'avait plus accès à ses sources d'informations. Ça, c'est fondamental, il faut le dire. Et puis, il faisait confiance à un entourage qui était beaucoup plus préoccupé à prendre ça. Parce que moi, j'étais à Conakry de juillet jusqu'au coup d'État en septembre. Vous pouvez vous en douter, j'ai eu des entretiens avec les hauts responsables guinéens à l'époque, notamment le Premier ministre Kassori Fofana, mais de ce qui me paraissait en tout cas le sentiment que j'avais à cette époque-là, c'est que la plupart des responsables politiques étaient beaucoup plus préoccupés par l'œuvre pour prendre la place de professeur Condé, dès lors que le professeur Condé voulait a déclaré publiquement qu'il n'allait pas se présenter
de 2026 et qu'il allait passer le flambeau à une génération de Guinéens après les indépendances. Ces gens se sont sentis exclus. Alpha Condé est devenu un homme à abattre et puis ils ont instrumentalisé Mamadi Doumbouya. En tout cas, ils ont marqué un but contre leur propre camp parce qu'ils ont œuvré à ce que Doumbouya puisse arriver au pouvoir. Voilà ce que je peux vous dire à cet instant précis là sur le coup d'État qui a eu lieu. Alpha Condé a été victime d'un complot à la fois de ses adversaires mais aussi de ses collaborateurs, hein, les plus proches qui l'orientent vers son fauteuil. Parce que je l'ai expliqué dans un article, dans une tribune chez Jeune Afrique, quand j'allais voir Kassori Fofana, il y a un commandant des forces armées guinéennes dont le fils faisait partie des forces spéciales de Mamadi Doumbouya, qui m'a supplié sur le courant d'aller dire au Premier ministre que Mamadi Doumbouya préparait un coup d'État, mais la réponse du Premier ministre était aussi simpliste que lapidaire. Puisque le Premier ministre me disait, ne vous en faites pas, soyez tranquille, ça c'est des gens qui en veulent à Mamadi Doumbouya, qui doit tout au professeur Alpha Condé, il va pas faire un coup d'État, ça c'est des racontants. Malheureusement pour le dernier Premier ministre du professeur, eh ben, je me trouvais encore à Conakry lorsqu'il y a eu le putsch. Mais ce qui est désolant, c'est l'attitude justement de certains membres de la classe politique guinéenne, notamment au sein de l'opposition, qui ont donné un blanc-seing à ces putschistes alors qu'il faut savoir raison garder et il faut toujours se méfier, il faut se garder de dîner avec le diable, même lorsqu'on a une longue couchette, parce que des gens qui viennent comme ça, qui usurpent la souveraineté populaire, qui confisquent le pouvoir de l'État, qui se placent au-dessus des institutions, eh ben, il faut s'en méfier. Parce que aucun Guinéen ne les a mandatés pour faire le coup d'État. Dès lors qu'ils mettaient un terme à l'expérience démocratique de la Guinée, qu'on le veut ou pas, la Guinée était sur en tout cas la démocratie guinéenne fonctionnait caïn, mais elle fonctionnait. Aujourd'hui, c'est militaires avec leurs gros sabots qui ont mis Merci. un terme. Et puis, la Guinée se porte très mal. Voilà, merci à vous. Alors très rapidement, nous allons avancer donc dans le débat et je commence cette fois-ci par vous, Célestin Djamène. Alors pourquoi est-ce que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir? On voyait qu'il y a quelques instants les images de la résidence de Cellou Dalein Diallo qui a été détruite. Et puis les gravats qui ont été placés dans des camions et sont allés, ces camions qui les ont déversés très très loin, hors de Conakry. Et donc voilà, ce leader de l'opposition qui se retrouve en situation pratiquement d'SDF, voilà, sans domicile fixe. On voit des opposants qui ont été embastillés, des anciens cadres du pouvoir embastillés également, et surtout les morts des manifestations, comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission. Et du coup, beaucoup de Guinéens aujourd'hui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que Doumbouya était venu au pouvoir. Bien, il y a eu un putsch. Je tiens quand même à rappeler à ceux qui nous regardent aujourd'hui que le 5 septembre 2021, il y a eu une liesse populaire. On a acclamé le putsch. C'est tout. La population guinéenne. Et les hommes politiques. Un panafricaniste, moi j'en suis un, j'ai la prétention d'en être un, ne peut pas aller contre les peuples. Ce jour-là, le peuple guinéen s'est ravi de ce putsch. C'est pas moi qui le dis. Regardez les images il y a un an. J'étais ravi. Alors, je rappelle quand même que M. Cellou Dalein Diallo est quand même à Dakar, donc il vit sous un toit. Évidemment, je ne suis pas pour la destruction des maisons, ça va de soi. Mais je rappelle quand même qu'une école a été construite à la place de la maison détruite. Ce qui ne justifie pas effectivement qu'il faille détruire les maisons des opposants, c'est vrai. Mais quand on regarde sur un an de règne, un an c'est pas 10 ans, M. Doumbouya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli le prix référent de la bauxite. Vous savez que la Guinée, Conakry, est le leader mondial de la bauxite. Il a stabilisé le prix de la bauxite.
Qu'est-ce qu'il a fait quand il arrive au pouvoir? Et comment est-ce qu'il a fait? Oui, parce non, mais comment est-ce qu'il a fait? Vous parlez des chiffres du FMI. Oui, mais comment est-ce qu'il a fait? Pour ce qui concerne une réforme, à travers un décret, qu'est-ce qu'il a fait pour stabiliser ce prix de la bauxite? Vous pensez qu'il est entouré quand même? Il a des économistes, oui, il a un plan, il a une vision. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La question n'est pas fondamentale. Il l'a fait. Quand on dit que Alpha Condé a passé le mégawatt de 200 mégawatts en 2010 à 600 mégawatts en 2021, évidemment, on le constate aussi. À 1400. Et les chiffres sont là pour le parler. Soit petit. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est les chiffres du FMI, la Banque mondiale. Pas forcément. Donc, oui, les barrages ont quand même des productions. Quand même. C'est-à-dire que... Mais quand on parle de production, de relance, de croissance économique, j'ai envie de regarder, je crois que c'est Abdoulaye qui le disait, le panier de la ménagère. Qu'est-ce qu'il en est? Si les gens se plaignent autant sous le règne d'Alpha Condé, c'est bien parce qu'il y avait des problèmes. Ils ne ressentaient pas la redistribution de la manne économique, si vous voulez. Alors, donc il y a quand même une réalité. Vous voulez nous dire qu'il est venu pour rétablir une sorte de justice sociale, alors que Alpha Condé, à travers le microcrédit aux populations rurales, on a des pays qui sont à 12%. Alors, je résume simplement. Voulez-vous nous dire qu'il est venu... répondre aux questions. Alors, je ferme la question et je me retire. Oui. Alors, voulez-vous nous dire qu'il est venu résoudre une sorte d'injustice sociale qui existait contre le peuple guinéen, Mamadou Doumbouya? Il a lancé, dès le soir du 5 septembre 2021, son intention de lutter contre la corruption. Il commençait à le faire. Rappelez-vous, il a libéré les sièges de partis politiques qui étaient scellés par M. Alpha Condé. Ne l'oubliez pas. Il a libéré les prisonniers politiques sous Alpha Condé. Alpha Condé est passé en force pour un 3e mandat. Ne l'oubliez pas non plus. Je veux bien qu'on dresse un tableau en rose pour Alpha Condé, mais quand même, n'ayons pas la mémoire courte. Mais vous-même, vous l'avez fait avant. Vous avez reconnu non. Je suis pour le bilan réel. Moi, je me méfie lourdement, n'est-ce pas, des chiffres avancés par le FMI et la Banque mondiale. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est à 1 an de règne seulement. Je rappelle tout à l'heure qu'il a stabilisé le cours de la bauxite. Ça n'est pas rien. Sans dire comment, bien sûr, oui. Oui, mais écoutez, allons sur les choses fondamentales tout de même. Il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de mettre en place un programme de lutte contre la corruption. Tout le monde le sait. Et je rappelle qu'il a montré quand même ses tentacules panafricanistes. C'est le seul président, même s'il est de transition au monde aujourd'hui, à avoir ouvert son conseil de ministres à des ministres d'un autre gouvernement étranger, souverain. Il a fait le 24 août 2022. Tout le monde l'a vu. Quel gouvernement au monde ouvre son conseil de ministres à d'autres ministres? Il l'a fait. Donc, si ce n'est pas un acte panafricaniste de haut vol, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on devrait célébrer cet acte dans une émission spéciale. Monsieur Doumbouya est en train de dire qu'aujourd'hui, on va aller effectivement pour corriger les erreurs de M. Alpha Condé. Posez-vous la question, pourquoi les Guinéens étaient si joyeux ce soir du 5 septembre 2021? Pourquoi? Parce qu'ils en avaient marre du régime d'Alpha Condé, bien évidemment. C'est une évidence. Alors, je vais rapidement aller voir. La question, elle est là, aujourd'hui. Laissons le temps. Il avait promis une transition de 36 mois. C'est vrai, on n'en est qu'à 1 an. Bon, évidemment, je pense que les militaires n'ont pas vocation à gouverner, parce qu'en vérité, ils ont un rôle, c'est de défendre l'intégrité territoriale et de repasser le pouvoir aux civils. Mais on ne peut pas dire qu'en 1 an, qu'il aurait dû faire comme Sékou Touré, je ne sais pas comment on n'est même pas encore arrivé. On n'est même pas encore arrivé véritablement au bilan. On est dans le deuxième axe des motivations, de ce qui aurait, enfin de ce qu'on pourrait considérer comme étant ses convictions profondes au moment où il prend le pouvoir. Alors permettez. Jugeons-le selon ses prétentions. Parfaitement. Alors permettez maintenant que je donne la parole à Souleymane Diallo, voilà, premier responsable UFDG, voilà, Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous retrouve. Alors, le colonel Doumbouya, pour vous, qu'est-ce qu'il est venu faire? Et que fait-il en ce moment? Donc, déjà, il faudra rétablir parce que je sens que il y a des pros, bon, il y a, on dirait, beaucoup de gens du RPG qui sont là, chanter l'éloge d'Alpha Condé. Nous dire la Guinée, au temps d'Alpha Condé, l'économie c'était ça, la Banque mondiale a dit ci, la Banque mondiale a dit ça. Il faut aller à Conakry, il faut aller à l'intérieur du pays pour le comprendre. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait entre Pita et Conakry, c'est 340 km, j'ai mis plus de 12 heures. Ça, c'est une réalité, ça, c'est au temps d'Alpha Condé parce que je suis rentré, 1 semaine après, il y a eu le putsch. J'étais à Conakry pendant ce temps, je voyais ce qui se passait. Les libertés publiques étaient bâillonnées, ça, c'est une réalité. Comme on le disait à l'UFDG, comme M. Kaba, mon ami, que je connais très bien, qui me disait que
c'est Loudalen ou je ne sais qui Alors, a oui, applaudi. j'ai une question à ajouter, s'il vous plaît. Alors, voulez-vous nous dire que depuis qu'Alpha Condé a été déchu et que le colonel Doumbouya est arrivé au pouvoir, on ne met plus 12 heures à faire cette distance? Est-ce qu'il est venu pour rétablir cette injustice que vous venez de décrier? Écoutez, on pensait que le colonel Doumbouya allait tenir parole. Parce que quand même, à un moment donné, avant l'arrivée de Doumbouya, je prends juste le cas de l'IFDG, Cellou Dalein ne pouvait pas sortir de chez lui. Ça, c'est une réalité. Il y a eu le forcing pour le 3e mandat. Il y a eu plus de 200 morts. Ça, c'est une réalité. Voilà, une légère coupure de faisceau, donc le temps de revenir. Bon, on va très rapidement évoluer et tenter donc une autre liaison, et non même pas sur ce plateau directement. Maître Janvier Momo, alors les véritables raisons, c'est-à-dire ce que se dit le colonel Mamadi Doumbouya au moment où il prend le pouvoir. Pour vous, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit qu'il va profondément rétablir une sorte d'injustice sociale, décriée malgré un programme très social du professeur Alpha Condé. Il se dit qu'il va durer le temps d'assurer sa propre sécurité, parce que beaucoup le disaient en danger si Alpha Condé remaniait et réorganisait notamment les institutions. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur le plateau. Je pense que il faut ramener la vérité là où elle se trouve. Si au soir du 5 septembre, il y a liesse populaire, de qui sont partis dans la rue? Les Guinéens en dehors du RPG Arc-en-Ciel, le parti de Alpha Condé. Pourquoi les Guinéens sont entrés en liesse populaire? Il faut se poser un certain nombre de questions. Le pays avait une croissance annoncée. Est-ce que cette croissance touchait la base de la pyramide sociale? C'est là où il y a la question. Et nous avons pensé à un moment donné que peut-être Doumbouya a eu cette vision. Est-ce que la croissance de la Guinée servait au bas peuple? N'oubliez pas. Dites à M. Souleymane que nous aussi, nous avons fait la Guinée. Et toute la Guinée. Pas seulement la moyenne Guinée, mais toute la Guinée. Alors, ce qu'on peut dire sans risque de se tromper, c'est que lorsque vous regardez l'entourage du professeur Alpha Condé, je suis d'accord avec l'écrivain, l'entourage d'Alpha Condé n'a pas servi Alpha Condé. Et quand vous regardez les actions de Mamadou Doumbouya aujourd'hui, au niveau de la courbe de répression des infractions économiques et financières, mais c'est quoi? Cette cour est axée sur les poursuites des pontes du régime, parce que quelque part, il sait que la gérontocratie autour d'Alpha Condé n'acceptait pas que les jeunes aient la possibilité d'avoir des postes de responsabilité adéquats de façon directe à côté du chef de l'État. Mais l'honorable Souleymane Keïta qui est là, c'est un jeune Guinéen intègre. Je ne le dis pas parce qu'il est sur le plateau, intègre. Mais il a eu des frustrations lui aussi autour de cet entourage. On sait qui sont ceux qui étaient dans l'entourage. Et je suis d'accord que l'écrivain ait signalé à Kassori Fofana qu'un coup d'État se préparait et qu'il ait répondu de cette façon lapidaire. Et quand vous regardez ce que les journaux publient aujourd'hui, mais ils mettent à jour cette complicité de l'entourage du professeur Alpha Condé. Faites attention à ce niveau. Et s'agissant des casses, mais il faut ramener la vérité. Je dis la vérité. La maison de Cellou Dalein Diallo, le siège de l'UFDG qui a été cassé, c'était où? Non. C'est pas le siège. C'était positionné où? Mais ce sont des maisons qui ont été construites dans l'assiette du patrimoine immobilier guinéen. Doumbouya a lancé cette guerre. Et Alpha Condé n'avait de cesse de le dire. Attention aux Guinéens. Ceux qui ont pillé la Guinée vont rendre compte. Piller la Guinée, ce n'était pas seulement puiser dans les caisses de l'État. C'était aussi ramener l'autorité de l'État avec, en pole position, le patrimoine immobilier de l'État guinéen. Vous savez, après la mort de Sékou Touré,
Mais il y a eu une récréation infinie au niveau de la Guinée. Ne l'oubliez jamais. Mais si, c'est justement à ce niveau qu'il faut se poser un certain nombre de questions, monsieur le journaliste. Est-ce que cet entourage n'a pas préparé l'arrivée du coup d'État? Mais ceux qui sont allés dans la rue pour applaudir, qui sont-ils? Mais c'était les membres du FNDC. Et vous avez vu comment Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré de l'UFR, ils étaient très égayés le jour de la prestation de serment de Doumbouya. Parce qu'ils pensaient à un moment donné que le Sphinx qui devait les libérer était arrivé. Ils ont lutté contre Alpha Condé. Mais qui sont ceux qui ont préparé l'opinion publique à accepter un coup d'État en Guinée? C'est le FNDC. C'est le FNDC à travers les marches. Pourtant, Alpha Condé était en train de faire le boulot profitable à toute la Guinée. Autre chose, je vais dire à M. Suleiman, avant l'arrivée d'Alpha Condé, les infrastructures routières de la Guinée étaient à quel niveau? Mais il faut qu'ils disent la vérité. J'ai fait Conakry-Cancan de 4 h le matin à 21 h. Comptez vous-même. J'ai dit Conakry-Cancan. Mais qu'est-ce que le professeur Alpha Condé a fait? À travers la CGP. Donc, voilà l'administrateur, des hommes intègres en République de Guinée. Mais Alpha Condé a réveillé la Guinée de son sommeil. J'ai suivi qu'il n'y a pas de route en Guinée, mais faites attention. Nous étions à la CGP et nous avons les statistiques, M. Tachinda, des routes qui ont été faites. Ce ne sont pas seulement les barrages qui ont été construits ou sont été en construction au moment où le coup d'État déchoit Alpha Condé de son pouvoir. Il y avait des infrastructures routières. Et n'oubliez pas, la Guinée, c'est le château d'eau de l'Ouest. Qu'est-ce que cela veut dire? Les infrastructures routières, il faut faire ce qu'on appelle les structures au niveau des eaux, les ponts. Et vous savez comment les ponts retardent ce qu'on peut appeler sur le plan des travaux publics, l'achèvement des travaux d'infrastructure. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Il y a 460 km de réseaux qui ont été construits dans les voiries de Conakry et des villes à l'intérieur. Les routes nationales, 576 km. Et Alpha Condé a demandé que tous les bassins de production agricole soient desservis par des routes carrossables. Aujourd'hui, mais les Guinéens importent, avant l'arrivée de Condé, les Guinéens importaient de la nourriture. Mais au départ d'Alpha Condé, la Guinée, elle exportait, elle faisait le contraire. Elle exportait des denrées alimentaires jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut se dire des vérités. Mais le siège de l'UFDG était où? Mais c'était dans la propriété de l'État guinéen. Pour Sidya Touré était où? Ils sont au tribunal actuellement. C'était où? Dans la propriété de l'État guinéen. Mais Doumbouya a restitué la villa Bellevue à la famille Sékou Touré, le bâtisseur de la Guinée. Ils ont spolié les biens au point de spolier même pour le père de l'indépendance du pays. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Le bilan d'Alpha Condé est incontestable. Vraiment, soyez honnêtes. Merci. Sur le plan énergétique, sur le plan infrastructurel, ailleurs, il y a eu des remous sociaux. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord qu'il y ait eu des remous sociaux. J'ai posé une question. Est-ce que la croissance véritable de cette Guinée touchait les couches de la population? À ce niveau, quand on pose cette question, on revient à la CRIEF, à la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui aujourd'hui a fait rentrer dans le trésor public guinéen, je dis bien des milliards et des milliards en termes de caution de libération des pontes du régime qui ont été arrêtés. Il y a un scandale au niveau de la NIES, c'est-à-dire la structure qui avait été créée pour répercuter la croissance du pays aux derniers paysans. Alors, c'est à ce niveau qu'on accuse Kassori et les autres d'avoir détourné des argents en attendant que la justice guinéenne se prononce en toute liberté. Nous pensons à un moment donné, M. Fondop, pour avoir connu la Guinée avant l'arrivée d'Alpha Condé, pour avoir connu la Guinée sous Alpha Condé, il y a un bond de géant qui a été fait. Et je peux le dire sans risque de me tromper, Alpha Condé était le Mao Tse-tung de la République de Guinée. Merci à vous, maître Janvier Momo. Adrien Poussou, je vous retrouve très rapidement. Rappelez que vous êtes ancien ministre centrafricain de la communication et auteur de l'ouvrage intitulé « Guinée, les véritables raisons d'un coup d'État unique ». Alors, question directe, en ce moment, que fait
le colonel Mamadi Doumbouya, a-t-il une vision de la Guinée? A-t-il est-il porté par des valeurs, par une ambition qui serait orientée vers les intérêts du peuple guinéen en ce moment? Si oui, quelles seraient ces ambitions-là? Parce que pour certains, il s'agit d'un pilotage automatique Condé, avec ce que faisait Condé qui continue aujourd'hui. Vous, qu'en pensez-vous? Automatiques sont gentils. En fait, je vous donne une image, c'est comme si on avait donné un Boeing 777 à un enfant de 7 ans et que même le copilote a 5 ans. Donc, Doumbouya est en train de conduire la Guinée droit dans le mur parce qu'il n'a pas de vision, il n'a pas de plan, il n'a pas de perspective. Son seul plan, c'était d'aller dans les appartements privés du professeur Alpha Condé, piller les devises qu'il y avait là-bas. Et son seule perspective, c'est de jouir des privilèges du pouvoir. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit ici sur le plateau. Le prétexte qui a été utilisé justement pour justifier le coup d'État de Mamadi Doumbouya, c'est le prétexte du 3e mandat. Mais contrairement à la Guinée, si on prend un pays comme le Mali, il y a eu des manifestations, des manifestations populaires qui ont conduit les militaires à sortir de leur caserne pour faire le coup d'État. Ce qui s'est passé en Guinée, il y a eu la même chose en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a modifié la constitution, il s'est présenté à une élection présidentielle boycottée par ses opposants, il s'est retrouvé avec un seul candidat, contrairement à la Guinée où le président Alpha Condé est allé à ces élections avec une dizaine de candidats, y compris les Cellou d'Alain Diallo et autres. Et il les a battus. Et puis, monsieur, arrêtez de... Vous n'étiez pas à la CENI, vous n'avez pas compté les trucs. Je vois que vous avez une position tranchée pour Alpha Condé. Vous aimez Alpha Condé, mais vous dites des choses... Non, il y a eu des résultats. Vous dites des choses... Les résultats... Quels résultats? S'il vous plaît, Souleymane Diallo, je vous donne la parole juste après, pour quelques minutes, pour compléter votre temps de parole. Je vous donne la parole juste derrière Adrien Poussou pour que vous puissiez compléter votre temps de parole de tout à l'heure. Mais pour l'instant, laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Poussou. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que la question du 3e mandat n'est pas celle soi-disant éthique, mais plutôt celle qui est pragmatique. Voyez-vous, le pragmatisme ici, c'est quoi? Tout le monde savait que la constitution guinéenne était mauvaise. Tout le monde. Et que cette constitution devait être changée après les élections de 2010. Eh bien, la constitution a été changée. Le professeur Alpha Condé a eu à le dire. Et parfois, il faut qu'on apprenne à écouter nos responsables politiques. Alpha Condé a dit que tant que lui, Alpha Condé, il est en vie, il ne peut pas confier les manettes de la Guinée à ceux qui l'ont pillé. Donc les anciens premiers ministres de la Sana Conti. Il l'a dit clairement. Et puis, Condé, dès lors que son bilan parlait pour lui, pouvait, comment dire, continuer le travail qu'il faisait à la tête de ce pays-là. Donc, c'est un faux prétexte, cette question du 3e mandat. Donc, et d'ailleurs, comme il le dit lui-même, c'est le premier mandat de la 4e République, parce que c'était une nouvelle République. Donc, aujourd'hui, Doumbouya a trahi ses promesses. Il voulait faire l'amour à la Guinée. On voit qu'il a confisqué les libertés publiques. On voit que la plupart des hommes politiques sont en exil. Ceux qui ne sont pas en exil se sont retrouvés en prison. On voit qu'il veut conserver le pouvoir pour lui-même, parce que Doumbouya, finalement, ne sera qu'un Dadis bis, un Dadis Camara bis. Parce que
sans plan, sans perspective, sans compétences pour gérer un pays comme la Guinée, aujourd'hui, il veut confisquer le pouvoir de l'État. Voilà ce à quoi la Guinée est exposée. Voilà. Merci. Vous vous êtes bien fait comprendre. Rappelez, voilà, s'il vous plaît, voilà, permettez, voilà, vous vous êtes bien fait comprendre. On va évoluer maintenant. Je vous ai promis 2 minutes avant la suite du plateau. Souleymane Diallo, premier responsable UFDG, voilà, Auvergne, Rhône, Alpes. Vous êtes en France et je vous donne la parole. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une idéologie, ou alors, même pas une idéologie, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un vrai projet républicain qui est aujourd'hui porté par le colonel Mamadi Doumbouya? Avant de répondre à votre question, je reviens sur certaines contre-vérités qui ont été dites ici, parce que quand j'entends le monsieur, je ne sais pas, qui vient d'intervenir tout de suite, nous parlant de Alpha Condé qui a dit « Je ne veux pas laisser le pays entre les mains des anciens premiers ministres ». La question que je me pose, c'est Alpha Condé de décider à qui donner le pouvoir ou c'est au peuple de Guinée? C'est cette question que je me pose parce qu'il parle. Vous parlez depuis tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs personnes me parler des acquis d'Alpha Condé, des trucs économiques. Allez en Guinée, rentrez à l'intérieur du pays, envoyez des gens. Mais vous n'êtes pas en Guinée, malheureusement. Oh, non, ne dites pas ça. Vous n'êtes pas en Guinée. Est-ce que attendez, la fois, s'il vous plaît. Pas ça. Je ne reste jamais. Je ne reste jamais 6 mois. Je ne reste jamais 6 mois. Il est avec moi, Lyon. Messieurs. Oui, s'il vous plaît. Vous venez de parler. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure est également valable. Voilà, en ce moment. Permettez, s'il vous plaît, que notre invité puisse s'exprimer et juste après, nous allons donner la parole à d'autres intervenants. Allez-y, Souleymane Diallo, s'il vous plaît. Les gens, comme la vérité, elle fâche, elle fait... Non, ils savent ce que je dis. Non, mais attendez que je termine au moins. Quand même si vous ne voulez pas autre chose, vous ne m'aimez pas, vous me respectez. Parce que c'est dans un débat. Souffrez de m'écouter. C'est bon? Donc, allez en Guinée voir... ne prenez pas l'esprit partisan et tout. Il y a un monsieur qui m'a dit que le siège de l'UFDG était dans un domaine de l'État. Je rectifie, on ne parle pas du siège de l'UFDG, on parle du domicile de Cellou Dalein Diallo. Même si, parce que dans le patrimoine de l'État, il y a le patrimoine public et le patrimoine privé. À ce que je sache, on peut céder le patrimoine privé. Quand ils ont sorti le président de l'UFDG de sa maison, il a saisi la justice. Ils n'ont pas attendu à ce que la justice se prononce pour aller détruire sa maison. Même si la justice pouvait dire oui, Cellou Dalein a tort. À partir de là, on est dans un état de droit. Ça, c'est le monsieur qui a dit tout à l'heure, je ne sais pas qui a spolié quoi, qui me parle de Sékou Touré, je ne sais qui. Donc, le pays de je ne sais quoi, Sékou Touré, c'est quelqu'un qui a plus de 50 000 morts à son bilan. Je ne reviens pas déçu. S'il y a eu Lassana Conté, c'est parce qu'il y a eu Sékou Touré. Ça, c'est une réalité. S'il y a eu Alpha Condé, c'est pas eu Lassana Conté. Et aujourd'hui, c'est parce que Alpha Condé est passé par là. Si Alpha Condé avait respecté les deux... Le Premier ministre de Lassana Conté. Il a été Premier ministre pendant combien de temps? C'est le seul? Mais oui, mais tous les gens de la Haute-Guinée le savent. Je vais revenir, s'il vous plaît. Vous nous éloignez. On n'est pas là ce soir pour faire le bilan de Cellou Dalein Diallo ou bien faire le bilan de Lassana Conté. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Alors, la question directe que je vous ai posée, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une boussole en ce moment qui oriente les actions de l'homme qui est à la tête de la Guinée en ce moment, à savoir le colonel Mamadi Doumbouya. Et là, du coup, je vais vous laisser pour adresser directement la question à notre intervenant. Honorable Souleymane Keïta, la question vous revient. Avez-vous l'impression qu'en ce moment, il y a une boussole, qu'il y a une orientation, qu'il y a un projet républicain? Très bien les choses. Je ne voudrais pas intervenir sur celui qui veut faire le bilan de Cellou, qui est resté quand même 11 ans dans les gouvernements successifs et être Premier ministre plus tard. On sait comment ça s'est passé, mais ce n'est pas l'objectif de débat ce soir. Nous parlons de la transition. Effectivement, vous parlez de projet. Vous savez, comme je vous l'ai dit, nous sommes le pouvoir qui a été déchu. Pour des raisons, beaucoup de nos collègues ont bien expliqué. Trahison, il y en a eu, il n'y a pas de doute. Le professeur Alpha Condé lui-même l'a dit. Il a dit, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer à son retour d'Abu Dhabi, je faisais partie des cadres qui ont été reçus par lui. Donc là-bas, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, comme je vous le disais, les Guinéens sont à même
de faire des comparaisons pour comprendre effectivement est-ce que la Guinée était oui ou non sur la voie de la croissance économique. La réponse est oui, c'est reconnu par tout le monde, à l'international comme en Guinée. Maintenant, quand on n'est pas là, on ne sait pas forcément ce qui se passe, et puis voilà, on se contente de ce qu'on remonte de façon partisane. La transition en Guinée a besoin d'aller beaucoup plus sereinement. Il faut reconnaître, celui qui vous dit qu'il n'y a pas de crise suite au coup d'État, vous a menti. Maintenant, comment on y arrive? Aujourd'hui, ça discute. La classe politique s'organise comme elle peut, mais ce qui est fondamental, c'est comment nous allons travailler pour arriver à un retour à l'ordre constitutionnel dans la sérénité. Je suis un peu en déphasage, même avec certains de mes responsables, de nos responsables au niveau du parti, puisque je pense que si la démarche de la transition doit aboutir au retour de l'ordre constitutionnel normal, la semaine dernière, j'ai signé un tribune où j'ai dit que il faut faire le compromis pour qu'il y ait un consensus autour des grands axes de la transition. Cependant, il faut éviter la compromission, parce que quand on s'engage dans la voie de la refondation, comme les militaires l'ont dit le 5 septembre, de la rectification institutionnelle ou encore les détournements des deniers publics, etc., ça touche forcément les acteurs clés de la classe politique pour avoir été tous ou presque des gestionnaires de haut commis de l'État. Donc ça touche tout le monde, ça touche l'ORPG, ça touche l'UFDG, ça touche tout le monde. Mais cela ne doit pas nous amener à perdre de vue la nécessité impérieuse de rétablir l'ordre constitutionnel pour permettre à la Guinée de... Merci. Merci. Merci de toute évidence, honorable Souleymane Keïta, vous avez été bien entendu sur ce plateau. Le multiplex dans quelques instants, le temps de revenir sur ce plateau et vous retrouver très rapidement Bertrand Tatina. Vous êtes en retard dans le débat et donc je vous retrouve. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une boussole? Où va Mamadi Doumbouya? C'est la question directe. Où va-t-il? C'est très difficile pour les transitions militaires de savoir où ils vont. Les militaires ne sont pas été formés à gérer les États. J'avoue que je suis un peu embêté pour... le général de Gaulle était un militaire, quand même. Des disputes entre nos frères guinéens, alors que justement la transition devrait être aussi un processus de réconciliation. Parce qu'il y aura les élections au bout. Ouais. Je crois que la période gestion Alpha Condé est passée. Elle est passée, la période Alpha Condé. Son parti peut revenir au pouvoir après la transition et les élections. Mais Alpha Condé, pour l'instant, là, il n'est pas président de la République. Il faut être aussi un peu honnête. Ce troisième mandat était un problème. Ça a installé une véritable crise politique. Et c'est ça qui est souvent embêtant au sein de la CEDEAO. Le pouvoir, et des fois, repose des fois sur ce qu'on peut appeler les ressorts communautaires, communautaristes. La Guinée, c'est un pays peuplé de Peul à 40%, Malinké, de Soussou et d'autres ethnies. Et ce n'est pas seulement un problème en Guinée, c'est un problème au sein de la CEDEAO où des gens considèrent que le pouvoir, au-delà d'appartenir à une personne, appartient à une ethnie, à une communauté. Deuxième des choses, nulle part dans le monde on arrive au pouvoir comme est arrivé Alpha Condé. Vous ne remontez pas 38 points dans les sondages. J'ai fait un peu de mathématiques à très bon niveau, physique fondamentale, statistique. Ce n'est pas explicable. Il y a ce qu'on appelle l'arithmétique électorale. Ce n'est pas explicable. Je ne dis pas que ça s'est mal passé. Ce n'est pas explicable. C'est arrivé. Voilà pourquoi M. Alpha Condé, quand ça arrive, il parle de réconciliation. Est-ce qu'il a réussi la réconciliation sur le plan politique? Je ne veux pas parler du bilan économique. Le bilan économique est bon. En Côte d'Ivoire, il est bon. Mais à quel prix? Près de 21 000 milliards de francs CFA d'endettement. Politique de rattrapage. Ils sont au bord de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Bord de la guerre civile. 125 morts. Crise préélectorale. Avant d'aller à l'élection présidentielle, chiffre officiel, 125 morts. Mais ils étaient à 8% de taux de croissance. Hein. Donc moi, les croissances africaines, où c'est le Fonds monétaire généralement qui pilote les programmes, ça ne m'intéresse pas.
En Guinée, il y avait une crise politique. Comment on peut le nier qu'il n'y avait pas de crise politique? Il y avait une véritable crise politique. Ma question. Donc maintenant, M. Doumbouya, nous devons, si on aime la Guinée, aider M. Doumbouya à réussir la transition. C'est lui qui est le patron de la transition. Vous faites comment? Si vous décidez de le traquer, ben à un moment donné, il risque d'avoir de mauvais réflexes. Alors la question est... La question est de savoir, est-ce qu'effectivement, il y a une véritable boussole? Moi, j'ai envie de dire, prenons ce qui peut être acceptable de M. Doumbouya. C'est-à-dire que ce côté déjà, pour moi, j'ai apprécié le côté d'être solidaire du Mali. Je l'ai apprécié ça. Là, on est à une dimension panafricaine. Mais c'est important, c'est important, c'est important. Oui, pour nous, les panafricanistes, c'est important parce que vous ne pouvez pas concevoir de politique sans avoir une vue communautaire. Vous ne pouvez plus aujourd'hui. J'ai presque envie de dire qu'une croissance qui ne concerne qu'un État à lui ne vaut pratiquement rien. C'est la croissance d'une communauté. Donc, ce côté-là, faut apprécier. Alors, deuxième des choses, il faut pousser M. Doumbouya à continuer cette politique de lutte contre la corruption. Et j'ai beaucoup apprécié mon frère qui a eu la parole juste avant moi, de dire, il le reconnaît, et c'est ça qu'on attend des cadres guinéens, de dire que au sein du parti de M. Alpha Condé, ça n'allait pas, il y avait de très mauvaises pratiques. Et il faudrait que justement ce parti se regarde par soi, essaye de faire un renouvellement, entre guillemets, même de cadre, s'il faille qu'il revienne au pouvoir, continuer l'œuvre d'un Alpha Condé qui a été un visionnaire et qui a un peu montré comment est-ce que, sur quels axes il faut appuyer pour développer le pays, que le parti revienne avec un nouvel esprit, avec un esprit de conciliation. Il y a cet affrontement extrêmement dur dans la politique guinéenne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Guinéens sont violents. Les débats en Guinée, c'est pratiquement ça vire au pugilat, ça vire à la violence. Mais il faut arrêter ça. Enfin, même les syndicats, au-delà d'être extrêmement politisés, est-ce qu'il y a une manifestation en Guinée qui n'est pas politisée? Toutes les manifestations en Guinée sont fortement politisées, au point où on ne sait plus quelle est la revendication sociale, quelle est la revendication sectorielle et quelle est la démarche politique. Avec également des mineurs... Avec des mineurs qui sont envoyés dans la rue. Donc il faut dire à nos frères guinéens qu'on ne fait pas la politique sur tout. Il y a des problèmes d'ordre social. Alpha Condé n'était pas Dieu. Il n'a pas tout réussi pour lesquels on pouvait revendiquer. Mais à un moment donné aussi, on peut s'asseoir autour de la table et dire que ce pays nous appartient tous. Ne pas donner l'impression qu'une fois qu'on a le pouvoir, les autres sont des abrutis, ils n'ont rien compris. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir décident de cracher sur tout, même quand on voit que véritablement les choses sont bien faites. Donc je chute juste M. Fondop en expliquant et en disant que M. Céline Diallo n'est pas celui qui doit parler le plus fort et donner des leçons. C'est le ministre à la plus grande longévité au pouvoir. Oui. Je vous donne ses postes ministériels. Il a été ministre des Transports, ministre des Télécommunications, ministre de l'Environnement, ministre de l'Équipement, ministre des Travaux Publics, ministre des Pêches, Premier ministre. Donc, s'il y a échec... Vous avez oublié... cadre en béton armé à la banque guinéenne, à la BCBG, à la Banque centrale guinéenne. Il va même faire allégeance aux mondialistes. C'est-à-dire qu'en 2014, il va intégrer l'international libéral. Oui. Très apprécié du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais je me méfie de tous ceux qui sont très appréciés du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. M. Ouattara était très apprécié du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. M. Roch-Marc Kaboré, les politiques de privatisation, où véritablement la Côte d'Ivoire va être vendue aux francs symboliques, je le dis comme ça, aux intérêts étrangers, M. Roch-Marc Kaboré va le faire au Burkina Faso. Et M. Dalen Diallo a appartenu à cette oligarchie-là, au point en 2017 de devenir le deuxième vice-président de l'international libéral. Donc, s'il était arrivé au pouvoir, essayons de faire un comparatif, s'il était arrivé au pouvoir à la place de M. Alpha Condé, ça aurait été la véritable politique de privatisation. C'est quoi la politique de privatisation? On dépouille les États. On dépouille les États des leviers qui permettent à l'État de s'enrichir. Regardez en Angola. Vous savez ce que le Fonds monétaire international demande en Angola? Il demande de faire privatiser la Sonangol. Oui. Vous connaissez les capacités de la Sonangol? 3 millions de barils de pétrole par jour.
sans compter le gaz. On privatise une pareille société. Le Fonds monétaire demande au Premier ministre, là, au président, de faire privatiser la Sonangol. Et M. Cellou Diallo a fait véritablement allégeance à ce que j'appelle l'international libéral, à savoir la politique de M. Ouattara. Ça a conduit la Côte d'Ivoire où? Guerre civile. Au Burkina Faso, ça a conduit le pays où? Guerre civile. Au Mali, ceux qui ont assumé cette politique, ça a conduit le Mali où? Ça a détruit l'État. C'est-à-dire que quand on arrive au pouvoir, on décide de suivre les programmes conçus à Washington pour le faire appliquer sur les pays. Donc, vraiment, je ne fais pas de choix ce soir. Moi, je suis venu aujourd'hui pour appeler mes frères guinéens à dire que M. Doumbouya est déjà là. Qu'on le veuille ou pas, on l'aime ou pas, il mène la transition. Il est là, il mène la transition. En plus, il tient les armes. Donc, il faut l'accompagner et voir dans quelle mesure est-ce que les Guinéens peuvent faire pression pour avoir un semblant de consensus autour de cette transition et aller à la bataille électorale en fin de transition et surtout d'y mettre un panafricaniste à la tête de l'État. Parce que si à la fin de la transition, cette transition est trahie par un non-panafricaniste, eh bien, j'ai bien peur que la Guinée ne disparaisse. Alors, je continue. Je continue très rapidement avec vous, maître Janvier Momo. Alors, le colonel Doumbouya veut instaurer une sorte de justice, enfin d'équité dans la gestion de la fortune publique. Le professeur Alpha Condé s'était abstenu de le faire parce qu'il disait que la nation était fragile et que ça allait renforcer les clivages et que ça allait même contribuer à fragiliser encore davantage voilà, le climat politique et même le tissu social délétère. Alors aujourd'hui, le colonel Doumbouya qui dit qu'il va le faire, pensez-vous que cela contribue à réconcilier ces Guinéens comme beaucoup le souhaitent aujourd'hui? Premier indice, mais les Guinéens sont pratiquement fiers de la guerre contre la corruption engagée. Mais lisez tout ce qui s'écrit sur la Guinée. Appelez ceux qui sont en Guinée, ils vont vous dire. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a une cassure sociale qui s'est créée en Guinée. Où, au sommet de la pyramide, vous avez des multimilliardaires. Et à la base de la pyramide, vous allez dans certaines communes de Matoto et autres, vous trouvez la pauvreté ambiante. C'est la raison pour laquelle, je dis, la croissance annoncée en Guinée, c'était une croissance restée au sommet de l'État où il y avait une assaise purificatrice entre le sommet de l'État et la base de la pyramide. C'est la grande question. C'est ce qu'il a engagé avec la CRIEF. Il faut être de mauvais, à mon âge on ne ment pas, il faut être de mauvaise foi pour dire que... Mais le chef de l'État du Cameroun a créé le tribunal criminel spécial pour ça. Mais si nous on apprécie ici, pourquoi on va fustiger ailleurs? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Donc, Alpha Condé a été trahi. Et nous pensons même que dans cette guerre contre la corruption, mais la transition est en train de rendre un service immense, même au parti d'Alpha Condé, parce que ce sont les mêmes qui empêchaient l'éclosion des jeunes. Mais oui, ce sont les jeunes, c'est les mêmes. Et quand un projet qui a pour répercussion la souche et la base de la population capote à cause des détournements des deniers publics, il y a lieu de s'interroger. Je ne vais pas dire que ce gouvernement de transition, il suscite beaucoup d'interrogations. La première interrogation, c'est que, mais comment est-ce que la Guinée va faire pour la nouvelle prospective économique? Comment faire pour conserver les acquis économiques de Alpha Condé? C'est ce que la transition doit expliquer aux Guinéens, que nous ne sommes pas venus pour vendre nos sociétés comme Lansana Conté l'a fait à la France. Bien sûr. Il faut dire la vérité aux gens. Et comme écoutez, en Guinée, nous voyons le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire quelqu'un qui relève le pays jusqu'à un niveau. On cherche un moyen pour détruire et ramener la pierre de Sisyphe à la base de la pyramide. Rechercher quelqu'un d'autre qui va rebâtir. Je prends un exemple simple. Je dis à M. Souleymane, Sékou Touré était un grand homme. Sékou Touré était un grand homme. Lansana Conté a fermé des entreprises en Guinée et mettre les clés de l'entreprise dans sa poche pour aller rester à la présidence. Là, c'est quel genre de gestion? Mais c'est ce que la transition de Doumbouya doit éviter. Mais le général Lansana Conté avait coutume de dire voilà, qu'il mettait la sécurité et qu'il revenait aux intellectuels. Merci. De le pays. Et les technocrates à qui il a laissé la Guinée, c'est qui? C'est celui d'Alain Diallo et Sidia Touré. Des technocrates, entre guillemets.
Où est-ce qu'ils ont amené la Guinée? Mais, monsieur, vous oubliez qu'ils ont vendu jusqu'à Air Guinée. Et jusqu'aujourd'hui, on demandait des comptes à Cellou Dalein Diallo sur Air Guinée. On demandait des comptes à Mamadou Cellou Dalein Diallo. Il ne peut même pas avoir le courage de rentrer en Guinée aujourd'hui parce qu'il sait que ce dossier sera ouvert. Alors, comment est-ce que Sékou Touré peut bâtir le pays jusqu'à ce niveau? On vient brader le patrimoine par ces privatisations, par tout ce que vous pouvez imaginer. Alpha Condé l'a fait et on doit éviter que la transition du colonel Doumbouya ne répète ce que Lansana Conté a fait en Guinée. Voilà, merci à vous. Alors, je vous retrouve très rapidement. Abdoulaye Kaba, j'espère que vous êtes là. Abdoulaye, est-ce que vous êtes là? Oui. Alors, Abdoulaye Kaba, la lutte contre la corruption, voilà, qui serait aujourd'hui une boussole au cœur de cette transition guinéenne que mène le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous y croyez? Et surtout, est-ce que vous croyez en l'objectivité des poursuites? Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui poursuivis, est-ce que ceux qui sont poursuivis aujourd'hui sont tous ceux qui auraient mis la main dans la fortune publique? Alors, évidemment, dans un pays comme la Guinée et généralement en Afrique, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, c'est quelque chose de salutaire parce que nous avons encore malheureusement des femmes qui meurent en donnant la vie parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, parce qu'il y a des coins reculés qui malheureusement n'ont même pas de postes de santé, a fortiori d'hôpitaux publics. Donc, et quand on sait aussi toute la manne financière qui a été engloutie depuis l'indépendance dans ces infrastructures-là, et voir aujourd'hui encore qu'on n'arrive pas à couvrir le minimum des besoins en termes, par exemple, de santé et autres, là, on peut apprécier le fait que ceux qui ont mangé l'argent qui aurait dû aller dans ces centres de santé-là, dans ces hôpitaux-là, ces gens-là rendent des comptes et que l'argent qui a été détourné soit restitué au peuple et que surtout, cela serve aussi d'exemple à ceux qui gouvernent aujourd'hui, en tout cas à ceux qui sont à des postes de responsabilité aujourd'hui, pour leur dire attention, si vous détournez, si vous faites comme vos prédécesseurs là, demain, après-demain, vous aurez des comptes à rendre à l'État, vous aurez des comptes à rendre au peuple, et vous ne pourrez pas profiter des biens issus de ce vol, de ces pièges en règle. Cependant, quand on regarde aujourd'hui, comment cette lutte elle est menée, moi je me dis que c'est pas, d'abord ça manque d'objectivité. Pourquoi? Parce que quand on voit aujourd'hui les personnes poursuivies, c'est des personnes qui jouent un rôle politique de premier plan. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que être un politicien de premier plan ne doit pas être une forme d'immunité. C'est pas parce qu'on a un grand parti politique, c'est pas parce qu'on est un grand leader politique qu'on doit échapper à la justice. Mais ce n'est pas aussi parce qu'on est un grand leader politique que la justice doit s'acharner sur nous. Et aussi quand on voit les procédures, les procédures en fait, et surtout les violations, disons, des procédures et les violations élémentaires des droits des personnes qui sont poursuivies, on est en droit de constater que la QF, disons, derrière l'idéal de la moralisation de la gestion de la chose publique, il y a derrière la CRIEF en fait des objectifs purement politiques qui visent à écarter d'éventuels adversaires politiques qui seraient coriaces dans la perspective d'une élection présidentielle. Sinon, aujourd'hui, comment dirais-je, dans le cas de Cellou Dalein Diallo par exemple, son domicile a été rasé alors que la justice ne s'est pas encore prononcée. L'affaire est pendante devant les tribunaux, mais déjà on a rasé chez lui, on a commencé à faire pousser une école publique là-bas. On peut saluer la construction d'une école publique, mais on ne peut pas saluer le fait que les gens soient dépossédés de cette façon-là. Certes, il y a des choses à redire par rapport au fait que Dalein, en tant que Premier ministre, il a profité de sa position pour récupérer un bien de l'État, mais c'est à la justice de trancher, de dire s'il y a eu détournement, ou s'il n'y a pas de détournement, ensuite on procède à la récupération des biens. Et quand on voit aussi ici aujourd'hui le cas des responsables du RPG, notamment l'ancien Premier ministre Kassou Fofana, l'ancien ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané et autres, ils sont parfois poursuivis, détenus sous mandat de dépôt, alors que les charges ne sont même pas formellement identifiées. C'est-à-dire, plusieurs mois après, on a dit, bon, voilà ce qu'on vous reproche, pour sortir, il faut payer
telle caution qui parfois n'a rien, absolument rien à voir avec ce qui est reproché à ces gens-là. Donc on voit parfois dans le même dossier, telle personne on demande 10 milliards, telle personne on demande 5 milliards par rapport au même profit. Ce qui fait dire à beaucoup de Guinéens, et je pense qu'ils ont raison, que la CAF, version en tout cas CNRD, n'est ni plus ni moins qu'un instrument politique qui vise à écarter des gens qui seraient gênants dans la perspective, comment ça s'appelle, d'une élection. Et surtout quand on voit le modus operandi, en tout cas la façon dont les choses s'enchaînent. Dès qu'un leader politique tient un discours qui ne plaît pas, notamment qui appelle au retour rapide à l'ordre constitutionnel, les difficultés des délais ont commencé là. Dès qu'il a appelé à un retour rapide à l'ordre constitutionnel, on a trouvé que ça met là, il devait pas y habiter là-dedans. Et Ilan Kassé Fofana aussi, dès qu'il a appelé, une fois qu'il a été à la tête du conseil exécutif provisoire du RPJ Arc-en-Ciel, il a appelé à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. 2 jours après, la CREF s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de magouilles sous sa primature et il s'est retrouvé en prison sous mandat de dépôt, sans possibilité aujourd'hui de recouvrer sa liberté, ne serait-ce sous condition, ne serait-ce que sous surveillance en fait. Et aujourd'hui, la junte a tous les moyens de laisser les gens là sortir de prison, rester chez eux, une fois surtout qu'ils ont les passeports et les différents documents de voyage de ces gens-là, et surtout que c'est des personnes quand même qui aspirent à gouverner ces pays. Et moi, je ne vois pas quelqu'un qui veut gouverner un pays qui va fuir ce même pays. Donc, ces gens-là aujourd'hui n'ont aucun intérêt à fuir, pourtant, ils sont en prison, et des fois... Voilà, merci. Vous avez été bien entendu, Célestin Djamène. Je vous retrouve très rapidement. Alors, est-ce que tout le monde est concerné par la lutte contre la corruption en parlant de tous ceux qui auraient mis la main dans les caisses de l'État en Guinée avec le colonel Mamadi Doumbouya? Mais c'est les intentions qu'il a affichées au début. Il avait cité 3 axes. D'abord, la restauration de la fierté historique. Il a rebaptisé l'aéroport de Conakry, aéroport Sékou Touré. C'est quand même très important sur le plan symbolique. Pourquoi, mon cher Guy Fonda? Parce que la politique, pour moi, c'est une représentation de symboles, et de symboles très forts. Je crois qu'il était important qu'on restaura effectivement la mémoire des Guinéens, parce que c'est un homme qui a marqué l'Afrique tout entière, pas seulement la Guinée. Le nom à De Gaulle a quand même enclenché dans l'esprit, dans le subconscient africain, panafricaniste, l'idée que l'Afrique est fière de ce qu'elle est, même si sur le plan économique, elle n'a pas atteint le niveau de certains pays européens. Première chose. Deuxièmement, il a annoncé très clairement son intention de lutter durement contre la corruption. C'est une révolution, puisque on a rasé la maison de M. Cellou Dalein Diallo. Effectivement, c'est un acte politique qu'il a posé. Évidemment, ça peut paraître un peu contradictoire avec l'action judiciaire qui est menée, mais d'abord, je considère que ce putsch était un putsch d'exaspération et qui a acquis effectivement l'aval des Guinéens. On peut faire le parallèle avec le Mali. On peut le faire. Parce qu'effectivement, au Mali, quand M. Ibeka tombe, c'est exactement la même chose. On a porté un triomphe à Assimi Goïta et toute sa délégation, effectivement. Donc c'est le même cas en Guinée équatoriale. En Guinée-Conakry, pardon. Alors. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un an, je rappelle quand même que M. Alpha Condé avait fait 315 propositions pour son dernier mandat. Il n'en a réalisé que 40, dont un taux de réussite d'à peine 13%. Mais qui avait fait mieux avant? Non, attendez, les prétentions qu'il avait affichées. Oui, mais qui avait fait mieux avant? Et puis, d'ailleurs, tout le monde reconnaît maintenant sur le plateau que les chiffres avancés par le FMI ne reflètent pas. Alors, vous parliez tout à l'heure de devoir de mémoire. Oui. Vous honorez la mémoire de ces c'est pas une question de remettre en cause. Au-delà dans ce combat panafricanisme. Permettez, M. Bifondo, permettez. Je ne suis pas pour ce... Oui. Je reconnais que sur le plan des ressources minières, il y a une croissance. Je reconnais qu'au niveau des mégawatts d'électricité, il y a une évolution. Mais globalement, au niveau de l'économie, on ne peut pas simplement se recroqueviller derrière la croissance des mines. Encore qu'il faudrait qu'il y ait des répercussions sur le plan social. Alors effectivement, s'ils sont en lien, ça veut bien dire qu'ils n'ont pas apprécié tant que ça, tant que vous le dites. N'est-ce pas le solde? Alors le bilan, parce que je vous rattrape rapidement, sont-ils encore en liesse ces Guinéens? Sont-ils encore en liesse? Parce qu'on a vu les dernières manifestations. Aujourd'hui, on a Doumbouya. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est à 1 an seulement. 1 an, c'est rien du tout.
C'est le temps pour un nouveau. Je rappelle qu'il est président d'une transition. D'une transition. Ça veut dire que la boussole qu'il a fixée, le fil conducteur, est en train de suivre son cours naturel. Un an, c'est quand même pas assez suffisant pour juger quelqu'un, surtout dans le monde politique. Donc la question qui se pose aujourd'hui, mon cher Guy, c'est effectivement que s'il réussit déjà la promesse de transmettre le pouvoir aux civils, ce serait déjà une bonne chose. Parce que la CEDEAO lui est rentrée dedans en exigeant 24 mois. La CEDEAO qui est le bras séculier de l'Union européenne, comme vous le savez. Ils ne servent pas les intérêts des Africains, vous le savez très bien. Et normalement, sous Alpha Condé, on parlait beaucoup des routes, on parlait beaucoup de l'économie, mais on parlait très peu on parlait beaucoup du port. Avec Doumbouya, n'oubliez pas que le transguinéen qu'il a lancé, c'est-à-dire que l'axe sur le train entre Bamako et Conakry, ça va devenir une réalité. Et ça, il faut l'apprécier. Financé par quoi et comment? Financé par quoi? Vous pensez quand même que quand on met en place une vision, effectivement, on trouve, j'ai parlé de la bauxite en début d'émission, qui n'est pas que la seule ressource minière, comment dirais-je, de la Guinée. Il y a effectivement des moyens qu'il a annoncés, moyens financiers, pour essayer de compenser, de réaliser cette opération-là. Donc, en vérité, moi j'estime que 1 an, c'est assez hypocrite pour pouvoir enfoncer un régime qui est en place aujourd'hui. J'ai dit c'est un régime issu d'un push, ça c'est vrai, avec l'aval de la population, mais il est clair qu'aujourd'hui, s'il remet le pouvoir au-dessus, à l'issue des 36 mois qu'il a proposé, ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais et la question justement, et je commence par vous, c'est le dernier tour de table qui commence, et je commence par vous, vous étiez un peu en retard dans le débat. Alors avez-vous l'impression aujourd'hui, Célestin Djamène, que cette transition guinéenne aujourd'hui vise effectivement à remettre le pouvoir aux civils? Sinon, et c'est la question que je posais à l'introduction de l'émission, sinon, pourquoi ne pas le faire dans quelques mois, voire d'ici la fin de l'année, parce qu'on ne voit pas, contrairement au cas du Mali, ce qui pourrait empêcher l'organisation d'un scrutin libre et transparent aujourd'hui en Guinée. Je ne peux pas aller, mon cher Guy Fondop, dans la boule de cristal. Rappelez-vous aussi le règne de M. Robin Gueye. Il avait promis aussi à l'époque qu'il venait pour balayer la maison et partir. Finalement, il a fini par... on sait comment ça s'est terminé. Oui, mais bon, ça c'est l'histoire, malheureusement. Donc, le cas de Assimi Goïta, on peut dire pareil. Ce qui nous intéresse sur un média panafricain, c'est de dire quoi? Est-ce que Doumbouya, aujourd'hui, incarne une vision panafricaniste? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Moi, j'en ai cure des, comment dirais-je, des focalisations de l'Occident vis-à-vis des régimes africains. Par principe, je soutiens tout Africain qui a un avis, qui a une vision panafricaine. L'acte qu'il a posé le 24 août, en faisant un conseil de ministres commun avec ses frères du Mali, est un acte à saluer, qui est inédit dans l'histoire politique du monde. Et qu'est-ce qui a changé? Et il faut rappeler dire que dans la constitution, pour moi, dans la constitution de la Guinée, il est prévu effectivement. Voilà, cela est dans la constitution de la Guinée. Je rappelle qu'il y a une charte de la transition qui avait été sortie le 27 septembre. Merci Célestin Donc ça Djamène. veut dire que laissons faire. Un an, c'est pas assez suffisant. Merci Célestin Djamène. Sur un régime. Je suis désolé. Ne le soyez pas, Célestin Djamène, merci. Alors très rapidement, on va aller en multiplex, retrouver effectivement les Guinéens, surtout parce que c'est très important. Alors, je vais commencer très rapidement par l'honorable Souleymane Keïta, voilà, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, vous êtes bien installé, je vous retrouve. Dernière ligne droite dans l'émission et question directe. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on va vers l'organisation d'élections libres et transparentes qui devrait permettre, et transparente autant pour moi, qui devrait permettre de remettre le pouvoir aux civils? Si oui, pourquoi ne pas le faire par exemple cette année, dans quelques mois, voire d'ici la fin de cette année? Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui qu'il y ait une tenue d'un scrutin libre et transparent en République de Guinée quand on sait que le pays ne connaît pas de situation sécuritaire précaire comme c'est le cas au Mali et que l'organe en charge des élections normalement a toutes ses capacités et l'argent aussi est là? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. C'est pas celui-ci. Non, c'est pas moi, c'est Monsieur Keïta, vous avez dit. Oui, la question est pour l'honorable Souleymane Keïta. Voilà, oui. Là c'est Souleymane Diallo. Oui, allô? Oui, la question était pour l'honorable Souleymane Keïta, mais allez-y, Souleymane Diallo, allez-y. Elle vous revient maintenant.
Oui, donc vous parlez de... Bon, j'entends de messieurs qui me disaient qu'un an, c'est pas beaucoup. Nous trouvons qu'un an, c'est trop, vu que le nombre de morts, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent du nombre de personnes tuées par le régime de Doumbouya. Il y a plus de 10 personnes. La restriction de liberté publique, la militarisation de certaines zones réputées de l'opposition et surtout d'une communauté. Surtout ça, il ne faut pas le nier. C'est une réalité, c'est une communauté qui est visée par ce régime. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, nous, les Guinéens, je pense que le panafricanisme, c'est bien, mais le bien de Guinée, c'est encore mieux. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une transition, on n'a aucune visibilité, on ne sait pas d'ailleurs où l'on va, ainsi de suite. On a demandé un cadre de dialogue. Il n'y a pas ce cadre de dialogue. On a demandé, par exemple, on nous parlait de la CRIEF, comme le disait M. Kaba tout à l'heure. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une certaine personne, les leaders politiques qui sont visés. Parce que quand on parle de gabésie financière, ce qui est étonnant dans tout ça, il n'y a aucun militaire qui est inquiété. Aucun. Et pourtant, il y a eu les 26 ans de Lansana Conté. On a parlé de Cellou Dalein dans le dossier de Air Guinée que le monsieur parlait. Je vous rappelle une chose, Cellou Dalein, à l'époque de la privatisation de Air Guinée, Cellou Dalein était ministre des Sports. À ce que je sache, dans un pays, c'est le ministre de l'économie et de finances qui est chargé de la privatisation. C'est pas le ministre de transport. Donc ça, c'est entre parenthèses. Aujourd'hui, les Guinéens ne savent pas où ils vont aller demander à tous les Guinéens. On sait, ils nous parlent de 36 mois. On ne sait pas quand ça a commencé ces 36 mois, quand ces 36 mois vont finir. Ils nous disent oui, tantôt c'est au mois de mai, tantôt c'est au mois de juin. On n'en sait rien. Donc, pour l'instant, oui, les panafricains qui apprécient le fait que des ministres maliens assistent à une conférence ministérielle en Guinée, c'est très bien. Mais il y a plus, les libertés publiques sont bafouées. Aujourd'hui, personne ne peut dire mot. Les médias sont bâillonnés à chaque fois, des journalistes sont convoqués. Actuellement, c'est lui qui vous dit, il sait où Doumbouya va, où la boussole est là. Je lui tire chapeau parce que les Guinéens ne le savent pas exactement et je pense que c'est pas mes amis mes compagnons du RPG qui vont me dire le contraire. Et tout à l'heure, on parlait de la CRIEF. Oui, tout Guinéen comme moi, je suis pour la reddition des comptes. Il faut que tous qui ont pris l'argent du peuple, qu'ils le rendent. Comme il le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau dans beaucoup de localités dans ce pays. Ça, je suis d'accord. Mais la CRIEF, on pense surtout aujourd'hui, c'est un instrument pour éliminer des leaders politiques. Et Doumbouya, je pense, il ne va pas rendre le pouvoir comme on le veut. Il prépare tous les trucs. Là, il va dissoudre tous les conseils communaux et mettre des délégations spéciales. Et avec ça, je ne pense pas que Doumbouya est prêt de partir. Donc, les élections, c'est pas pour demain. Il faut que le peuple de Guinée se batte pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel rapide. Le monsieur qui dit que le monsieur Doumbouya a eu qu'un an, normalement, une transition, c'est de quitter une situation normale anormale pour aller à une situation normale. Ils ne sont pas là pour faire un bilan économique, ils ne sont pas là, ils sont là à gérer les affaires courantes, organiser des élections libres et transparentes et remettre le pouvoir aux civils et les militaires vont dans les casernes. C'est ce qui est normal. Mais bon, on ne parle pas de ça. Je vous dis juste une chose. Le retour à l'ordre constitutionnel, dans ces conditions, je pense que Doumbouya va faire pire que Dadis. Et déjà, il est à 10 morts. J'ai jamais entendu aucun panafricaniste parler des morts de la Guinée. C'est très bien de parler de panafricanisme, mais qu'est-ce qu'ils pensent des situations de mort? On tue tous les jours, par balle. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir chez eux. On viole des domiciles la nuit. Alors, Souleymane, une petite question. Alors, quand on regarde parmi les victimes, on voit qu'il y a des jeunes de 17 ans, parfois de moins de 17 ans, des mineurs, qui sont engagés dans les manifestations que vous organisez. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas aussi ces morts-là sur la conscience? Manifester est un droit, tuer est un crime. Quand Doumbouya sort dans tous les pays, dans tout le pays, est-ce qu'on engage les mineurs dans le jeu politique? Attendez, oui. attendez. Je vous dis, manifester est un droit, tuer est un crime. Quand on prend Doumbouya, quand il sort, il y a des mineurs qui manifestent. Quand il est venu à Bambeto ou ailleurs, il y a eu une liesse populaire, il y avait des mineurs. Est-ce qu'on en a parlé? Non.
arrêtez de dire que c'est normal, de temps en temps, il y a des mineurs qui sortent, mais ce n'est pas la majorité des mineurs. Et c'est un axe, c'est une zone qui est visée, c'est une population qui est visée, c'est une communauté. J'entends personne parler de ça. C'est ça qui me chagrine là où je suis. Les panafricanistes qui disent, oui, je ne sais pas, il y a ci, il y a ça, mais qu'est-ce qu'ils pensent des gens tués tous les jours dans la même zone, qui ont le même patronyme? C'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Doumbouya n'est pas prêt à organiser une élection. Il faut un bras de fer. Il faut que le peuple se lève, combattre Doumbouya avec la dernière énergie pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Dire que l'État est là pour protéger tout le monde. C'est à l'État de protéger la population et de leurs biens. C'est à l'État de les mineurs tués. C'est l'État, c'est les forces de l'ordre qui les tuent. C'est pas les manifestants. Quand vous me dites qu'il y a les mineurs qui sont sortis, toutes les personnes qui sont mortes, c'est avec des balles. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. Voilà. Vous savez très bien qu'on ne va jamais cautionner justement qu'il y ait autant de violence et qu'il y ait même des morts, parce qu'un seul mort est un mort de trop. Nous nous inclinons devant la mémoire de ces personnes disparues. Mais comme on a un responsable comme vous sur le plateau, il nous revient de vous poser un certain nombre de questions. Alors, comment organisez-vous vos manifestations? Pourquoi est-ce que ces jeunes vont très souvent en confrontation directe avec les forces de l'ordre, dont certains ont été blessés par des jeunes qui ont jeté qui ont fait des caillassades, qui leur ont jeté des caillasses? Me poser par rapport à ces jeunes-là. Ces jeunes que vous avez, c'est des jeunes qui résistent. On rentre dans les maisons des parents, on viole les parents, on violente les parents, on humilie les parents. Il y a combien de personnes ont reçu des balles dans leur domicile? Ils renversent des marmites. Ces jeunes, ils n'ont aucun choix. Aucun. Dès qu'il y a une manifestation, on dit l'autoroute, ils se débarquent dans l'axe, ils tuent les gens. Ces gens-là, ils résistent à quelque chose, à une humiliation. Il n'existe pas une seule personne qui va accepter que ses parents soient humiliés. Et personne ne le dit. Même les journalistes, faites une enquête, allez-y voir ce qui se passe dans cette zone. L'autre jour, quand Mamadi Doumbouya est arrivé, c'est là que la garde républicaine a tiré sur une personne qui marchait dans la rue, qui ne manifestait même pas. Tous les jours, on tue des gens qui ne manifestent pas. C'est ça la question. Il faut que les gens arrêtent de criminaliser les victimes et laisser les bourreaux en tant que tels. Non, les gens, oui, les jeunes, ils sortent, mais la majeure partie de ces jeunes, ce ne sont pas des manifestants. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués dans leur maison. Et les parents, je vous dis, il y a des femmes violées devant leurs enfants, des maris, des pères de famille humiliés devant leurs enfants. On a vu des militaires gifler des gens. Donc, ces gens-là, ils n'ont aucun choix. Aucun. Sauf résister et défendre leur honneur. C'est pourquoi vous voyez des jeunes dehors. Merci à vous. Allez, retour sur ce plateau. C'est le dernier tour de table. Maître Janvier Momo, je vous donne également votre tour de parole de 3 minutes. Alors, est-ce qu'on va dire quand même que les militaires peuvent aller dans des domiciles bastonner, tuer et violer? Nous rappelons à notre frère Souleymane Diallo qu'à chaque fois qu'un mort est tombé en Guinée, nous nous sommes inclinés devant ce mort, parce que un Africain est un Africain et nous avons besoin de tous les Africains, qu'ils soient guinéens ou non guinéens. Dire que les manifestants sont tués de façon systématique, je pense que vous avez répondu par une question. Pourquoi les mineurs dans les marches des adultes? Pourquoi les opposants qui téléguident cette marche ne sont jamais au devant des marches? C'est la grande question. Oui, ils attendent seulement le fauteuil présidentiel pour venir s'installer. Mais lorsqu'on revendique, ce que nous voulons voir, ce sont les chefs de file qui doivent être aux avant-postes pour dire à cette armée: si vous devez ouvrir le feu sur les populations, ouvrez sur nous, parce que nous sommes les dignes représentants du peuple. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? C'est à ce niveau qu'on parle de manipulation, Monsieur Souleymane Diallo. Mais pourquoi ailleurs, là où vous vous trouvez, lorsque des leaders politiques et des membres de société civile programment des manifestations, vous êtes en France, vous avez vu les gilets jaunes. Qui sont ceux qui étaient aux avant-postes? Ce sont les commanditaires, on les connaît. C'est eux qui sont au devant. Mais en Guinée, où sont-ils? Mais ils sont dans des pantoufles. Ils sont dans des moquettes de 80 cm d'épaisseur. Ils sont dans des fauteuils en cuir, climatiseurs et autres, le pied croisé, pour regarder ce qui se passe à Amdalaï, à Matoto et partout en Guinée, à Bambeto et partout en Guinée.
Pourquoi c'est à Bambé? Pourquoi c'est toujours organisé à Bambeto, à Amdalaï? Mais venez à Kaloum, où se trouve la présidence de la République. C'est ça le problème. Donc pour nous, on ne peut pas encourager qu'un gouvernement ou une transition verse le sang des populations. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et en Guinée, cela doit être évité. Il faut éviter de verser du sang. Tant du côté de la transition que du côté des manifestants. Parce que les manifestants, eux aussi, ils ne viennent pas avec des robes de nuit ou avec des tenues de nuit. Ils viennent étant équipés avec des cailloux et autres. S'il vous plaît, si nous voulons être sérieux, soyons sérieux de fond en comble. Ceux qui organisent les marches, mettez-vous au devant de la nappe. Vous dites, nous sommes une coalition de partis politiques. Nous ne voulons pas un état de choses en Guinée. C'est ce que nous voulons voir en République de Guinée. Parce que il va de soi qu'un innocent, qui ne connaît même pas la quintessence de la Constitution, qui ne connaît même pas les textes qui régissent le régime fondamental des libertés dans un pays, qui soit au devant parce qu'on a dit, allons marcher. Donc pour nous, il est question de faire un stop au sang qui se verse en Guinée. Nous sommes entièrement d'accord. Et pour revenir, M. Fondab, j'ai mes 3 minutes. Pour revenir sur la CRIEF. Mais la CRIEF n'a pas interpellé toutes les anciennes pontes de Alpha Condé. Mais il y a ceux qui ont manipulé. Mais je prends l'exemple de celui, celui qui était à la CGP, administration contrôle de grands projets. C'est la maîtrise d'œuvres publiques en Guinée, c'est-à-dire tout projet passe par là. Mais le patron, qui est Mamadi Condé Thalès, qui est d'une intégrité hors norme. Mais il vit chez lui à Conakry. Il a dit qu'il ne sort pas de la Guinée. Qu'on l'a convoqué, lui doit répondre parce qu'il ne se reproche de rien. Pourquoi il est en paix? Pourquoi il est en paix? Mais que les gens du RPG ne continuent pas à dire que c'est une purge qu'on est en train de faire. Ils disent que c'est parce qu'ils se sont prononcés pour le pouvoir. Mais Alpha Condé lui-même lui a dit qu'il ne peut pas laisser le pouvoir à la génération 58, à laquelle appartiennent les Kassori Fofana, les Mohamed Diané, les Amadou, les Damaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Alpha Condé lui-même l'a dit. Alors, et si la CRIEF les poursuit? Attendons que les jugements interviennent. Il y a des mesures de sécurité qui sont prises pour les empêcher de partir. Parce qu'on ne peut pas toujours poursuivre des gens qui ne sont pas là. Il y a des comptes bancaires qui ont été saisis avec des milliards et des milliards. Mais monsieur Souleymane, mais je vais vous poser une question. Comment un gestionnaire de crédit se retrouve avec 4 comptes bancaires en son nom? Mais ça crée ce qu'on appelle une suspicion de détournement. Et à ce niveau, tout procureur s'est saisi de la chose. Les maisons construites, les maisons détruites par l'État. Mais je vais vous rappeler un principe fondamental. C'est quoi? C'est que l'État a une présomption de pérennité. L'État ne disparaît pas. C'est vous qui disparaissez. Si par après, on se rend compte que l'État a commis l'erreur en détruisant la maison, l'État va dédommager. Mais oui, parce que les actes administratifs ont le privilège de l'exécution d'office. On dit on casse d'abord. Parce qu'ils ont une présomption de pérennité. Donc pour nous, il est question de demander au gouvernement de transition de rendre visible la transition, notamment sur les délais, notamment sur un certain nombre d'événements qui doivent se passer. La Guinée en a besoin et je pense que le passage de Thomas Boni Yahi, l'émissaire de la CEDEAO, a été, a été fructueux et qu'on attend le rapport que la CEDEAO va pondre sur la Guinée. Donc pour nous, il est question de dire que nous ne nous attendions pas à au coup d'État. Pour moi, je ne m'attendais pas au coup d'État en Guinée. Tranquillement. Mais lorsqu'on évoque, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les détournements qui sont supposés avoir été faits en attendant une décision définitive, cela suscite des questions. Mais comment un taux de croissance à 7,5% peut ne pas avoir des répercussions sociales? Soit le taux de croissance est faux, soit la retombée n'arrive pas là où cela doit aboutir. Merci. Et ce sont des éléments qui peuvent favoriser un coup d'État. Merci à vous. Rapidement, honorable Souleymane Keïta, vous êtes là.
Et on est en train de sortir de cette émission en se demandant maintenant, voilà ce qui va se passer, à quoi faut-il s'attendre. La CEDEAO est pour encore une année de transition et puis les élections, les autorités de transition veulent qu'on reste à 12 mois fois 3. Vous, qu'attendez-vous? Je pensais que... Tout à l'heure. Alors la question vous revient, Bertrand Tatinda. À quoi faut-il s'attendre maintenant? Est-ce qu'il faut suivre la CEDEAO et donner un an encore? Ou alors il faudrait attendre que la transition puisse terminer ce qu'elle est en train de faire, notamment lutter contre la corruption, comme vous l'avez dit. Je crois qu'il y a des démarches. Il y a des démarches qui sont en train d'être faites. Et il faudra voir si la CEDEAO aura autant d'intransigeance qu'elle a eu sur la situation malienne. Mais il faut revenir à ce que Jean-Viens a dit en expliquant que à un moment donné, et c'est la caractéristique de tous les pays qui ont vu les régimes être mis de côté par le peuple et être accompagnés par les militaires, le degré de niveau de corruption, on n'en pouvait plus. Si au Cameroun, le président de la République n'avait pas mis sur pied une juridiction spéciale, parce qu'il faut le dire à ceux qui nous suivent, dans ce pays, il y a une juridiction spéciale qu'on appelle le tribunal criminel spécial. Oui, qui est appelé à connaître... Qui connaît les détournements de au-dessus de 50 millions. Je peux vous dire que quand vous recevez une convocation de ce tribunal, c'est des pleurs chez vous. Le niveau d'arrestation de hauts fonctionnaires, de hauts commis de l'État, de ministres, de secrétaires généraux de la présidence, de directeurs de cabinet de président, de premier ministre au Cameroun, il n'y a pas son équivalent dans le monde. Si le président n'avait pas pris le taureau par les cornes comme ça, le Cameroun aurait eu un coup d'État. Parce qu'à partir du moment où tout l'État est compromis, les hauts fonctionnaires sont compromis, ça se répercute sur le moral de l'armée. L'armée ne respecte plus personne. L'armée se dit qu'il n'y a plus d'État. Et il y a même des ramifications souvent dans ces détournements qui se retrouvent au sein de l'armée. Deuxièmement, M. Alpha Condé a manqué aussi un peu de vigilance. Parce que M. Doumbouya manifestait les besoins d'autonomiser son unité. Vous êtes patron des forces spéciales, qui était le régiment le plus équipé, chargé d'aller au taquet, quand véritablement le pays en a besoin. Force de troisième catégorie. Vous demandez à la limite d'être autonomisé, d'avoir le commandement à vous, de pouvoir mobiliser les hommes directement sur la base de vos instructions. Ben, ça devient un problème. Ça devient véritablement un problème. Parce que le chef suprême des forces armées reste le président de la République. Et que l'on dise que les chaînes de commandement sont généralement longues, mais c'est le président de la République qui doit pouvoir donner instruction pour faire, comment je vais dire, que mettre en mouvement et mettre en branle un certain nombre de dispositifs sécuritaires et d'unités d'élite. Donc, il y avait un comportement qui pouvait amener à se poser des questions. Troisième des choses, il a été choisi sur la base de quoi? De la compétence ou du fait qu'il soit malinqué? C'est un problème. Ce n'est pas la sécurité sociale de dire que je veux mettre une garde présidentielle autour de moi et je veux nommer les commandants qui sont mes parents, les membres de ma famille. Mobutu l'avait fait. C'est-à-dire qu'était élevé au grade de général tout haut officier de l'armée qui prenait pour épouse une fille de la famille de Mobutu. Mais quand M. Kabila va prendre Kisangani à 70%, ils vont déserter le pays pour aller en Afrique du Sud, passant par la Banque centrale. Donc, est-ce que ce commandement était véritablement autonome? Est-ce que M. Doumbouya était celui qui méritait d'avoir le poste? Est-ce que M. Alpha Condé n'a pas eu des rapports lui disant qu'il s'émancipe un peu trop? Bref, on n'en sait rien. Mais M. Doumbouya est là. C'est ça le fait. Et j'explique qu'il faut accompagner M. Doumbouya, le soutenir dans sa lutte contre la corruption. Quand on n'a rien à se reprocher et qu'on a géré le denier public et que vous n'avez pas de marqueur, vous n'avez pas à fuir, vous n'avez pas à avoir peur d'une convocation du tribunal. Alpha Condé lui m'a dit, ceux qui ont pillé la Guinée doivent rendre gorge. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas... Donc, c'est toujours les hommes politiques qui ont horreur que la justice s'adresse à eux. Essayez de voir quand la justice demande des comptes à un homme politique. Il crie véritablement qu'on s'attaque à sa carrière politique. Regardez partout dans le monde. Dès que si la justice vous demande des comptes, vous fondez. L'homme politique dira que vous êtes un mauvais journaliste. Mais quand la justice demande des comptes à un homme politique, il considère que on veut détruire sa carrière politique. On le vit ici au Cameroun. Quand le tribunal spécial
va commencer à faire des convocations sur la base des derniers détournements du fonds d'aide, de lutte pour la riposte contre le Covid au Cameroun, vous allez voir des vertes et des pas mûres. Oui. Des gens vont racheter des journaux que nous appelons des journaux à 50 000 francs CFA pour expliquer qu'on veut détruire les carrières politiques de certains. Pourtant, au Cameroun, nous avons des anciens ministres des Finances qui vaquent à leurs occupations, des anciens secrétaires généraux de la présidence qui vivent, des anciens hauts cadres. Donc, il faut pousser cette lutte contre la corruption et il faut surtout que le RPG se réinvente. C'est-à-dire, on veut voir véritablement un véritable congrès novateur. Certains idées visages, moi je les appelle comme ça. Même, je suis allié, nous sommes alliés au parti au pouvoir. Nous, au NNP, ce sont nos amis. Nous avons soutenu le président de la République, mais nous ne nions pas qu'au sein du parti au pouvoir, il y a des visages véritablement qu'on ne veut plus véritablement voir. Et au RPG, il y avait des visages que les Guinéens ne voulons plus voir. Enfin, question de manifester. L'intérêt même souvent pour de mauvais hommes politiques, c'est qu'il y ait des morts dans les manifestations. Et j'en viens à poser un problème de savoir que les meneurs ne sont jamais là. Mais est-ce que les meneurs ne souhaitent pas les morts? Pour pouvoir justement utiliser les morts comme étant un instrument, un outil politique. C'est du cynisme. C'est du cynisme, c'est inacceptable, M. Fondop. C'est inacceptable. On ne peut pas être quelqu'un de responsable et expliquer qu'un enfant de 16 ans qui lui a droit à l'école et qui doit être à la maison, doit se retrouver devant les forces de sécurité et les forces de l'ordre. Et on a comme l'impression que c'est une forme d'instrumentalisation de prendre. À cet âge-là, on est un peu turbulent. C'est-à-dire que moi, même à cet âge-là, des hommes politiques m'auraient manipulé. On vous envoie dans la rue comme ça, et eux, ils sont en exil, ils sont en France, ils sont ailleurs et tout, et ils ont des comptes marquables avec voilà. RFI, avec ces journaux, ces médias de pacotille de France, un des comptes marquables, et ça devient le marqueur et l'indicateur pour pouvoir toucher le Conseil de sécurité, pour pouvoir toucher les ONG, reprennent ça, et non, il faut qu'ils soient un peu responsables, les hommes politiques guinéens. C'est-à-dire que, effectivement, que les enfants puissent aller à l'école, que les manifestations puissent être véritablement des manifestations et surtout, dans aucun pays au monde, on ne manifeste quand on veut, comme on peut. Les manifestations sont réglementées. Et souvent en Guinée, ces manifestations qui clashent et qui accouchent des morts sur les carreaux sont souvent des manifestations interdites. Il faut le dire. Ce sont souvent des manifestations interdites. Mais là-bas, on a comme l'impression que les hommes politiques ne veulent pas respecter la loi. Une fois dans l'opposition, disant que tout le monde a droit de... Non, on n'a pas le droit de manifester n'importe comment. Les manifestations sont strictement réglementées. Et venir nous servir un des combes macabres, cachés dans leur domicile avec femmes et enfants, et expliquant que voilà véritablement les morts de l'autre. On se renvoie les morts. Avec toi, tu étais 40 morts. L'autre dit avec toi... Non. Merci à vous, messieurs. Merci à la réalisation qui nous a donné 11 minutes supplémentaires. Merci à vous d'être passé, Célestin Diamène. Merci d'avoir été là ce soir. Voilà. Merci également à vous, Maître Janvier Momo, d'être venu. Merci nous allons également remercier Adrien Poussou, ancien ministre centrafricain de la communication, auteur de l'ouvrage intitulé Guinée, les véritables raisons d'un coup d'État unique. D'ailleurs, c'est un ouvrage que nous vous recommandons. Allez donc lire. Vous pouvez vous renseigner, bien sûr, notamment sur les sites et autres plateformes de la télévision panafricaine pour avoir notamment les points de distribution de cet ouvrage. Merci à Abdoulaye Kaba, secrétaire général RPG Lyon. Merci également à Souleymane Diallo, qui était des nôtres. Merci également à la réalisation de cette émission. Voilà, merci à vous Bertrand Tatinda. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles éditions sur les antennes de la télévision panafricaine.